Adi Schatzmund. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette table ronde en ligne intitulée Biodiversité et diversité des langues, quelle langue pour penser et vivre le monde de demain? Je m'appelle Marie Sarot-Armentia et je suis chargée de recherche ici, à l'Office public de la langue occitane, pardon, c'est ici, où je réalise ma thèse de doctorat en sociolinguistique. L'Office public de la langue occitane, ou OPLO, c'est un organisme de politique linguistique interrégionale qui vise à promouvoir la langue occitane, particulièrement, mais pas exclusivement, auprès du jeune public, afin d'assurer la relève linguistique. C'est justement sur le conseil de ces jeunes que nous inaugurons ce soir cette toute nouvelle chaîne Twitch, sur laquelle se dérouleront désormais nos événements en ligne. Pour celles et ceux qui ne sont pas familiers avec Twitch, en fait, il s'agit d'une plateforme de streaming, c'est-à-dire que c'est de la diffusion en direct, tout simplement, qui s'est développée à l'origine plutôt grâce aux jeux vidéo, mais maintenant on y trouve toutes sortes de contenus, et notamment des contenus éducatifs, et c'est donc à ce titre-là qu'on a décidé d'investir cette plateforme. Avec cette table ronde, l'OPLO inaugure sa deuxième année ou deuxième saison d'animation d'événements de vulgarisation en ligne. Donc, vous pouvez retrouver nos événements précédents sur notre chaîne YouTube. Cette table ronde est organisée dans le cadre de la Fête de la Science, dont le thème cette année est le réchauffement climatique. Donc, on a décidé d'aborder ça sous l'angle de la biodiversité et la diversité des langues. J'en profite d'ailleurs pour remercier la coordination régionale Occitanie pour son accompagnement dans l'organisation de notre événement. Pour organiser cette table ronde, on a lancé cet été un appel à contribution en partenariat avec le CIRDOC, Institut de Culture Occitane. Et nous avons souhaité ouvrir cet appel à contribution à la fois à des chercheurs, des universitaires, mais aussi à des personnes issues de la société civile qui travaillent sur le terrain au contact direct de la diversité des langues et des problématiques qui l'entourent. Alors, comment ça va se dérouler, cette table ronde? Eh bien, dans un instant, je vais vous présenter nos 6 invités. Ensuite, à tour de rôle, ils vont faire un court exposé, une courte présentation d'un sujet sur lequel ils travaillent en lien avec notre thématique, que je rappelle, biodiversité et diversité des langues, quelle langue pour penser et vivre le monde de demain. Ensuite, on va commencer à discuter en fait entre nous. L'idée, c'est que j'anime un petit peu une discussion pour voir comment ces différents objets d'étude ou les disciplines différentes de ces différents chercheurs ou acteurs de terrain, ou encore comment leur angle d'approche, tout ça peut dialoguer pour répondre à cette grande question qu'on a posée dans le titre de notre table ronde. À tout moment, vous pouvez dialoguer, vous également, avec ces intervenants par l'intermédiaire du chat Twitch. Alors, il faut savoir que pour poster dans le chat, il faut avoir un compte Twitch, mais si jamais vous n'avez pas de compte Twitch, on vous mettra dans le chat une adresse mail et un numéro de portable auquel vous pouvez également envoyer vos questions si vous ne souhaitez pas créer de compte Twitch. Voilà. Afin de parler au plus grand nombre, la table ronde se déroulera en français. Bon, ça, je pense que vous l'aviez compris, c'est déjà le cas actuellement. Elle est enregistrée, diffusée donc en direct sur Twitch. Ensuite, comme ça se passe généralement sur Twitch, elle sera disponible pendant une semaine normalement sur cette chaîne. Et nous la basculerons ensuite d'ici quelques semaines sur notre chaîne YouTube comme d'habitude. Alors, c'est maintenant le moment de présenter les invités. Donc, dans un premier temps, nous allons recevoir Gilbert Dalgalian, qui est psycholinguiste et auteur dans la revue Éducation et Société Plurilingue. Gilbert, bonjour. Bonjour. Ensuite, nous écouterons Jean-François Albert, qui est co-directeur du centre de formation Apréné, qui forme les enseignants de Calandrette, les écoles immersives occitanes. Adi Schatz, Jean-François. Adi Schatz. Ce sera ensuite au tour de Rachid Lachmi d'intervenir. Donc, Rachid est doctorant en sciences de l'éducation à l'université de Bordeaux et au sein du laboratoire LACES. Et son travail de recherche porte sur des communautés berbères nomades dans la vallée du Mgoun, j'espère avoir à peu près bien prononcé, au Maroc. Donc Rachid, Azoul, comme on dit en berbère. Azoul et bonjour. Merci. Après Rachid, ce sera la place d'une deuxième doctorante, Caroline Calvé, plus proche d'ici quand même, à l'université Paul Valéry Montpellier 3 et qui travaille donc au sein du laboratoire d'Ipralang. Elle travaille sur la promotion et le développement du parc naturel régional de l'Aubrac à travers sa langue d'origine, qui est donc l'occitan. Adieu Caroline. Adieu. Et pour clôturer les interventions, nous accueillerons Jean-Luc Lagrave, qui est entrepreneur occitan, créateur notamment, mais pas que, de la marque Adi Schatz. Donc, Adi Schatz, Jean-Luc. Adi Schatz, bonsoir, excusez-moi pour le retard. Il n'y a pas de problème.
Et enfin, nous sommes également en présence de Kaliane, qui est vulgarisatrice sur la chaîne YouTube Linguisticae, qui est la première chaîne de vulgarisation linguistique en France. Donc Kaliane, bonjour. Bonjour à tous. Voilà, donc les présentations sont terminées et je vous propose de commencer sans plus tarder par les exposés. Donc Gilbert, vous avez la parole. Ali Schatz, bonjour à tous et à toutes, chers collègues et amis occitans et autres. Donc, Marie m'a présenté, mais peut-être je dois préciser que, pour que tout le monde le sache quand même, que parmi les linguistes français, je crois pouvoir dire que je suis celui qui s'est le plus investi dans la promotion des langues régionales par les centaines de conférences que j'ai faites pour les parents d'élèves bretons, occitans, basques, alsaciens, savoyards et quelques autres encore que j'oublie au passage. Donc, mon propos aujourd'hui consiste à vous décrire le cheminement qu'a suivi Homo sapiens pour passer de la biodiversité dont nous sommes tous issus à la glossodiversité qui caractérise l'espèce humaine. Alors, par glossodiversité, j'englobe la diversité linguistique, mais aussi la diversité culturelle. Quelques auteurs voulaient désigner ce phénomène ou cette réalité par le terme de biodiversité linguistique. Ça n'est pas satisfaisant parce que ce n'est pas de même nature. Il y a bien une filiation, mais cette filiation est méconnue et mal explicitée. Quand on dit biodiversité linguistique, ça ne va pas. Donc j'ai proposé le néologisme glossodiversité qui englobe les langues et les cultures. Alors, accrochez-vous, ça va être très pluridisciplinaire. Les avancées de la génétique et de la paléoanthropologie aboutissent toutes à ce constat. De toutes les métamorphoses qui ont permis l'émergence d'Homo sapiens, la plus décisive semble avoir été le passage à la bipédie. Ce sont notamment Albert Jacquard, le généticien, et Yves Coppens, le paléoanthropologue, qui ont les premiers étayé cette explication. Résumons. Dès que les proto-humains se redressent et parcourent de longues distances, toute leur morphologie se transforme. Et en particulier, le plus important, c'est que le bassin opère une bascule, se rétrécit et s'affine. D'où une perte de volume de la cavité pelvienne, ce qui va provoquer chez la femme erectus d'abord et la femme sapiens ensuite, une grossesse beaucoup plus courte que celle que nous connaissons aujourd'hui, en raison d'une tête de bébé qui est devenue trop grosse pour ce pelvis diminué de volume. À partir d'un certain moment, donc, le bébé humain naît, certes, avec les presque 100 milliards de neurones que la neurobiologie contemporaine a su déterminer, mais ce bébé est totalement vulnérable et immature, sans aucun des savoir-faire de sa survie, contrairement aux autres espèces qui, je vous le rappelle, se mettent à gambader au bout de quelques heures ou à volter au bout d'une semaine. Le bébé humain est un prématuré, donc, qui, à l'inverse de toutes les espèces vivantes, va connaître, du fait de cette prématurité, la plus longue éducabilité entre 0 et 7 ans avant d'atteindre la moindre autonomie. C'est cette éducabilité inédite qui explique les myriades d'apprentissages et de savoir-faire. Et l'acquisition du langage, des techniques et des cultures deviennent possibles grâce à ce cerveau d'un prématuré. Mais cela toujours sous pression de l'environnement, comme d'ailleurs dans l'évolution darwinienne, mais avec cette différence que désormais, l'environnement n'est plus subi, comme dans l'évolution darwinienne, mais en interaction de plus en plus intense avec le cerveau hyperactif de Sapiens. Ainsi succède à l'évolution naturelle une multitude d'évolutions techniques, culturelles et linguistiques. Selon Yves Coppens, cela s'est produit il y a environ 100 000 ans.
C'est là qu'il situe la bascule dans les rythmes des deux évolutions et où l'évolution culturelle a pris de vitesse et dépassé l'évolution naturelle darwinienne. Coppens nomme ce moment le reverse point, celui où l'acquis commence à l'emporter sur l'inné. C'est ce paradoxe du nouveau-né humain qui seul permet enfin de comprendre et le foisonnement des cultures et le foisonnement des ethnies, des langues et même des profils individuels. Oui, la glossodiversité culturelle et linguistique est bien la continuation de la biodiversité, mais aussi avec une rupture qui produit des rythmes et des formes inédites dues à l'équipement neurobiologique spécifique d'Homo sapiens. En conclusion, on doit rompre avec l'opposition traditionnelle entre nature et culture. Entre elles, il y a à la fois filiation et subversion. Alors, pour conclure, je voudrais encore dire deux choses. D'abord, je précise que je décris en détail ce processus fondateur dans mon livre Présent et avenir des langues paru chez Lambert Lucas. Je le montre là. Et je voudrais vous citer deux citations d'Yves Coppens qui sont utiles à la compréhension et qui étayent le propos que je viens de vous livrer. Je cite, c'est dans Histoire de l'homme de Yves Coppens, aux pages 56-57. Il dit ceci, « Ce raccourcissement de la distance entre l'articulation sacro-iliaque et l'articulation de la hanche, c'est dû à la bipédie évidemment, qui a l'avantage de décroître le moment de rotation créé par le poids du corps sur la hanche, a aussi le désavantage de réduire la taille de la cavité pelvienne, entraînant une parturition ventrale, contrairement à celle des grands singes qui est dorsale. Cette constatation de l'apparition très précoce du mode humain de parturition souligne ses liens avec la bipédie et non pas, comme on l'a souvent écrit, avec l'agrandissement du cerveau. Seconde citation. Pendant les premiers temps, l'évolution naturelle de l'homme a continué sur sa lancée, tandis que l'évolution culturelle progressait beaucoup plus lentement, décalée par rapport à la biologique. Et puis cette évolution culturelle a fini par atteindre, entre guillemets, sournoisement, le niveau de développement de l'évolution biologique, et puis l'a très vite dépassé, au point de s'envoler et de le clouer sur place. Ce fait d'inversion des vitesses respectives de l'évolution biologique et de l'évolution culturelle, que j'ai appelé le reverse point, peut être très approximativement situé il y a 100 000 ans seulement, sur une histoire qui en a 30 fois plus. Ce point d'inversion signifie évidemment la victoire de l'acquis sur l'inné. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour cet exposé passionnant et qui tient totalement dans les temps, puisque ce que je n'ai pas dit à nos spectateurs, c'est que j'ai donné 8 minutes précisément à chacun des intervenants pour faire leur exposé, mais c'est pas grave si on dépasse un petit peu, on a largement du temps. Alors, ce que je propose, c'est qu'on réserve les discussions pour plus tard et on enchaîne sans plus tarder avec Jean-François Albert, qui est notre deuxième intervenant. Vous avez la parole. Bonjour à tous. Donc Jean-François Albert, effectivement, co-directeur de l'établissement Apprenne et chef d'établissement donc des Calandrettes, Carcassonne et Ville-du-Vert, associé aussi à la vie du mouvement Calandrette au niveau confédéral, puisque je suis vice-président de la Confédération et délégué des enseignants. Avant d'intervenir, je remercie Monsieur Dagalian, vraiment, puisqu'il a bien fait de le préciser. Nous avons beaucoup utilisé Monsieur Dagalian, effectivement, pour convaincre et consolider ce que nous disions aux familles et depuis le départ, le mouvement Calandrette a toujours cru qu'il y avait des gens qui faisaient la classe, mais qui avaient un lien et qu'il fallait entretenir ce lien avec cette communauté scientifique qui, justement, nous aidait à des moments à la faire mieux ou à la penser en la réfléchissant, ce qui, en termes de travail, quand on réfléchit à son travail, c'est, à mon avis, on est plutôt sur le bon chemin. Donc vraiment, je le remercie pour sa contribution très éclectique, puisqu'il est vraiment intervenu dans tous les réseaux. Donc moi, j'ai essayé de me rapprocher du sujet que vous nous avez proposé.
Donc c'est vrai que la notion de biodiversité, elle est bien définie depuis longtemps. Elle regroupe tout ce qui vit sur Terre et depuis maintenant plusieurs décennies, je pense qu'on est tous conscients qu'il faut cette biodiversité pour créer d'abord et garantir ensuite un véritable équilibre. La nature est complexe et même encore aujourd'hui, on découvre des connexions très étonnantes entre les êtres vivants. Je pense qu'on en trouvera encore d'autres. La règle pour une nature apaisée et un monde en équilibre est donc la biodiversité. Force est de constater que de notre côté, l'homme, il a pensé assez vite au final, finalement. Je ne dis pas depuis le néolithique, mais il a pensé assez vite que quand les choses sont trop complexes, il faut essayer de les simplifier. Du coup, il a développé des modèles économiques, énergétiques, mais aussi des modèles de pensée qui sont enchaînés avec une régularité assez déconcertante pour un résultat qu'on connaît aujourd'hui, à savoir une situation d'urgence absolue en matière d'écologie. À force de tordre toutes les logiques environnementales, l'humanité, elle est aujourd'hui face à des choix qui peuvent être que forts si elle veut éviter sa destruction, tout simplement. L'heure est grave, peut-être désespérée, diront les plus pessimistes, mais quand même, la prise de conscience semble être là. Il y a des chemins qui s'imaginent, des projets qui sont à l'étude, il y a un espoir qui demeure malgré tout, même si l'on sait déjà que les mesures qu'on va prendre aujourd'hui et encore plus demain vont impacter notre quotidien. Je crois qu'on est tous conscients que nous sommes dans ce fameux virage. Alors, on en a souvent manqué, des virages à l'humanité, donc ça serait bien qu'on ne manque pas celui-là, parce que je crains que ce soit le dernier, sinon. Donc, essayons de nous concentrer sur ce qui va être notre avenir. Et pour les langues, alors, je me suis posé un peu la même question. Alors, je rejoins tout à fait M. Dagalia, même si je ne le dirais pas avec des mots aussi scientifiques que les siens, mais quand je dis langue, pour moi, c'est évident que je pense culture, puisque pour moi, c'est totalement indissociable. C'est acquis aussi que depuis que le monde est monde, les hommes se parlent et qu'ils ont développé, à la manière de la nature, d'extraordinaires capacités pour le faire, en créant, en inventant tout un tas de langues. Dans le domaine linguistique, l'homme a eu exactement la même stratégie. Tendance à une simplification abusive qui a mené aux mêmes conséquences. En plaçant des langues en position hégémonique sur le territoire, en demandant à des communautés d'abandonner leur langue maternelle, ou en présentant des langues comme des outils obligatoires pour espérer s'élever et réussir, les langues sont devenues un enjeu primordial de pouvoir, avec une règle finalement assez simple qui permet au plus fort d'imposer la sienne. Les mêmes constats entraînent les mêmes effets, mais à l'inverse de la nature, les dégâts peuvent être irréversibles à mon sens. La nature a démontré qu'elle était capable de renaître de ses cendres. Et même sous le feu nucléaire, finalement, elle a gardé une capacité incroyable pour se régénérer. Les langues n'ont malheureusement pas ce pouvoir parce qu'elles sont attachées aux femmes et aux hommes qui les parlent. Même si l'on peut revendiquer un lien très étroit avec la nature, à mon avis, il n'a rien à voir avec celui que nous entretenons avec notre langue ou nos langues, pour les gens qui ont la chance, et je crois qu'on en fait partie pas mal ce soir, d'en parler plusieurs. Ce dernier de lien, il est autrement plus intime, viscéral même. Les langues, elles nous renvoient à la famille, aux souvenirs les plus forts, à l'estime de soi, à la place qu'on occupe ou celle qu'on se donne au sein d'un groupe. C'est grâce à elles que nous sommes construits en tant qu'individus. Et c'est certainement grâce à elles que nous existons tout simplement. Les problématiques très actuelles confirment que la place des langues ne peut pas être traitée comme un enjeu secondaire. Si je prends ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, en passant par ce qu'on appelle, je vais dire un peu vulgairement, la crise des migrants, on a quand même la preuve tous les jours de l'importance de ces dernières. Comment vous voulez qu'un jeune se construise dans un monde nouveau où l'on ne fera jamais aucune référence à ce qu'il est vraiment, d'où je viens, où sont mes repères, que sont devenus mes modèles, où sont-ils, où est la place de son histoire personnelle et quelle langue parle-t-il, il faut quand même se la poser. Quand tous ces liens ils sont finalement coupés ou détruits, on a affaire à de nombreux sentiments et comportements qui nous questionnent. La résignation, l'amertume, la bêtise et même la colère peuvent s'exprimer avec plus ou moins d'intensité.
on peut à ce moment-là utiliser facilement l'argument rassurant de l'ignorance ou du manque d'éducation pour l'expliquer. Comme ça, au moins, ça va tous nous éviter de parler de la souffrance profonde qu'engendre la perte d'une langue ou d'une culture maternelle. Renoncer à sa langue, la renier ou pire encore la combattre, s'apparente plus à mes yeux à l'expression de la défaite qu'à un acte d'intelligence glorieuse. Dans ce domaine, d'ailleurs, les Occitans, nous n'avons pas particulièrement brillé. Je suis tout à fait d'accord pour que l'on prenne des décisions radicales en matière d'environnement. Mais je souhaite qu'on agisse avec la même force pour les langues autochtones de France. La nature est en souffrance, c'est certain, mais les langues autochtones de France sont en péril. À force de définir des priorités, on s'éloigne d'une réalité assez simple. Il ne sauve rien, celui qui ne sauve pas tout. Et c'est un peu le principe de la biodiversité. Aujourd'hui, en conclusion, moi, ce que j'aimerais, c'est que, justement, on prenne la mesure de ce que sont à vivre aujourd'hui les langues de France ou les langues autochtones de France. J'aime bien le terme autochtone, finalement, parce que je me suis aperçu qu'au Canada, il avait pris un écho significatif et qu'il est quand même un peu plus sexy que les langues minoritaires. Donc, je vais essayer de le vulgariser dans un avenir proche. On a besoin incontestablement d'une politique volontariste et ambitieuse, puisque la question de la langue et la question des langues est une question éminemment politique. Et je remercie beaucoup, justement, le député Molac et ce qu'on a appelé la loi Molac, d'avoir mis ça en exergue dans notre pays. La question des langues en France est bien une question politique et c'est bien aux politiques de s'en saisir. Il faut arrêter de tourner, entre guillemets, autour du pot. Il faut arrêter de jouer justement la carte du pourrissement. C'est pas de ça dont on a besoin. Nous avons une place dans la Constitution, mais cette place, aujourd'hui, elle ne nous permet pas de survivre. Elle nous permet d'exister, mais pas de survivre. Donc, il faut qu'on prenne la mesure, au même titre que la problématique environnementale, de la problématique linguistique et de la perte qu'il y aurait à perdre toutes ces langues. Donc, moi, je suis dans cette logique-là, et je pense que face à des problèmes aussi importants, écologiques et linguistiques, la réponse ne peut pas être l'homéopathie. Il faut des choses fortes, il faut des actes forts. C'est ce qu'on fait à notre échelle dans le mouvement, en choisissant l'immersion. L'immersion est un acte fort. Aujourd'hui, on a en plus l'avantage, grâce toujours à la loi Molac, de pouvoir le partager avec nos collègues de l'enseignement public. Donc, il faudrait que tout le monde vraiment milite pour cette logique-là. Le retard cumulé et les dangers de voir disparaître une langue imposent, à mon avis, le choix de la raison. Et actuellement, le choix de la raison pour moi, c'est celui de l'immersion. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup pour cet exposé, ce plaidoyer même, je vais appeler ça comme ça. Très intéressant. Et je pense qu'il y a un certain nombre de thématiques sur lesquelles qu'on va pouvoir développer plus tard, mais une fois qu'on aura fait le tour et que chacun aura déjà peut-être répondu ou apporté peut-être à votre moulin déjà. Merci beaucoup Jean-François Albert. Et sans plus tarder, je passe la parole à Rachid Lachmi qui est avec nous du Maroc, c'est ça Rachid? Exactement. Voilà, mais la parole est à vous. Merci Marie. Bonjour à toutes et à tous. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour la qualité d'organisation de cet événement scientifique et de votre très bon suivi. Un grand merci pour notre grande référence au domaine psycholinguistique et sociolinguistique, M. Gilbert Dalgalian. Un grand merci à M. Albert aussi pour la qualité de sa présentation, ainsi que tous les intervenants. Donc, je me présente tout d'abord rapidement. Je suis Rachid Lachmi, doctorant à l'Université Bordeaux, laboratoire LACES. Je prépare une thèse en co-tutelle internationale avec l'université marocaine, l'université Sultan Moulay Slimane Abidi Milal au Maroc. Et mes deux co-directeurs de thèse, c'est M. Pierre Escudé et M. Mounir Ossikoum. La spécialité, c'est la science de l'éducation. Je travaille sur la langue berbère en tant que langue menacée de disparition, une langue minorisée, si vous voulez, hybridée, colonisée par des courants d'arabisation et de modernisation. Mais là, elle est en cours d'officialisation, de standardisation et d'aménagement. Je travaille également sur la didactique de la langue berbère à l'école primaire au Maroc,
car à la base, je suis enseignant des langues arabes, berbères et français. Et en France, mon statut est en mission, je suis en mission éducative. Je suis un enseignant ELCO-OILE, un enseignant des langues et de culture d'origine, qui bien sûr la langue et la culture marocaine. Donc, j'essaierai d'être bref et précis dans mon intervention, intitulée La biodiversité linguistique et culturelle chez les Berbères de la vallée d'Imgoun en Atlas marocain. Quelle corrélation peut-on établir entre l'érosion de la biodiversité et l'érosion linguistique? Plusieurs travaux scientifiques ayant montré que les espèces et les langues disparaissent simultanément et à un taux alarmant, 3 espèces par heure et une langue tous les 15 jours. Il est très intéressant de poser la question de la corrélation entre les deux phénomènes. La présente intervention tente de répondre à ce questionnement en projetant le phénomène sur un contexte berbère précis, qui est mon terrain de recherche, qui est la vallée d'Imgoun en Atlas du Maroc. Et bien sûr, c'est une recherche qui s'appuie sur des enquêtes interdisciplinaires mobilisant l'observation participante. Comme je suis un locuteur natif de la langue berbère, des entretiens avec les membres de la population amazigh occupant cette vallée, des sondages, etc. Et je présenterai des données sous forme de résultats et de constats qui montrent que sur ce terrain, l'apparition des signes de corrélation entre l'érosion du naturel et la dégradation du culturel. En me basant sur la théorie de la coévolution gène-culture développée au début des années 80 par les 2 sociobiologistes pionniers de ce domaine, Charles Lempson et Edward Wilson, la théorie prévoit que les humains s'influencent mutuellement et culturellement dans leur évolution et qu'en matière de transmission, un attribut culturel peut avantager un gène qui donne un bénéfice sélectif dans le groupe où ce comportement culturel est observé. Mais constat réalisé à la vallée conclure que l'appauvrissement naturel coïncide largement avec l'appauvrissement linguistique et culturel. Ce constat m'a incité à formuler l'hypothèse suivante. La perte de la biodiversité, faune et flore, se déroule en interaction avec la perte des modes de vie traditionnels, y compris bien sûr la langue et la culture berbère. Et une concordance bien renforcée si l'on constate que les locuteurs qui peuplent une zone de forte biodiversité maintiennent des modes de vie traditionnels basés sur les savoirs locaux, qui est un terme clé dans la recherche, favorisant la biodiversité car il se réfère à une autorégulation des ressources locales et à une autogestion des rituels dites sacrés. Pour le cadre théorique de la recherche, plusieurs chercheurs ont pressenti cette filiation entre le biologique et le culturel. Et bien sûr, notre grande référence, M. Gilbert Dalgalien, qui traite plus profondément ces thématiques. On a également Eric Cholon-Cornbit, qui a une étude très intéressante à ce stade, biodiversité et diversité culturelle, trajectoire d'une analogie, qui a montré à travers plusieurs types d'analogies le rapprochement et la fusion des 2 domaines en une seule, définie comme la somme totale des différences dans le monde, quelle que soit leur origine. Dès 1992, l'ONU évoquait cette dimension, la biodiversité et la variabilité des organismes vivants de toute origine. Cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces, ainsi que celle des écosystèmes. L'être humain est une partie intégrante des écosystèmes. Puis, en 2002, l'UNESCO, dans la Déclaration universelle pour la diversité culturelle, postule que la diversité culturelle, linguistique bien sûr inclus, est pour le genre humain aussi nécessaire que la biodiversité dans l'ordre du vivant. En effet, la perte de la diversité culturelle se déroule en interaction avec la perte de la diversité biologique. L'association de ces 2 paradigmes amène et organise cet organisme a formé en 2010 un amalgame lexical qui est bien sûr une sorte de brassage d'idées et de concepts, une fertilisation croisée qui est la biodiversité culturelle dans la Convention de la biodiversité culturelle en 2010. Donc, à l'instar de ce croisement des disciplines, la biodiversité linguistique ou la perspective bioculturelle est un nouveau champ disciplinaire, une perspective fondée sur une approche écosystémique
selon laquelle l'être humain, bien sûr, est une partie intégrale de la biodiversité. Les deux volets finissent pour se fondre en une seule et unique formule condensée qui est Biocultural Diversity, si on veut remettre ce concept dans son contexte original. Pour conclure, je termine avec l'article J8 de l'UNESCO. Sous réserve des dispositions de sa législation nationale, respecte, préserve et maintient les connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité biologique et en favorisant l'application des dépositaires de ces connaissances, innovations et pratiques et encourage le partage équitable des avantages découlant de l'utilisation des connaissances, innovations et pratiques. Les savoirs locaux sont donc reconnus comme outils légitimes de gestion de la diversité biologique dans les perspectives de développement durable, selon Cormier et Roussel 2002, et aussi selon Marie Rouet, qui est une chercheuse pionnière à ce stade. La reconnaissance, la légitimité et l'acceptation des savoirs locaux aux côtés des savoirs scientifiques en matière de contenu a tendance à appauvrir le caractère hostile d'un système de savoir qui ne se distingue pas la nature de la culture et ne fait pas la science une activité séparée. Si j'ai encore quelques secondes. Donc, mes résultats constatés sur la vallée. Là, devant mes yeux, j'ai un tableau érosion de biodiversité, de l'autre côté, érosion linguistique et culturelle. Par exemple, la dégradation de faune, espèces disparues ou encore de disparition. De l'autre côté, il y a des constats qui postulent qu'il y a une perte de vocabulaire animal. Par exemple, is, arilas, ism, etc. Il y a un abandon remarquable de ce vocabulaire. La dégradation de flore à la vallée aussi, perte de lexique botanique, dégradation des espaces pastoraux. Ça donne une disparition de la loi coutumière Agdel. Agdel, c'est une loi coutumière qui organise les espaces pastoraux. Nomadisme comme mode de vie traditionnel en cours de disparition, disparition des informateurs, des experts et des conteurs de légendes et des contes berbères, ça donne la disparition aussi des contes et légendes. Disparition des générations des ancêtres berbérisants et l'apparition d'une nouvelle génération arabisant qui ont abandonné carrément la langue berbère et remplacée par une derija marocaine. C'est l'arabe standard. Et aussi, il y a des rites et des rituels qui sont disparus, bien sûr à cause des courants de modernisation, etc. La sécheresse aussi, qui a causé la disparition de ces rites et ces rituels. Et voilà, merci. Merci beaucoup, Rachid. C'était super intéressant. Du coup, j'ai plein de questions, mais on verra si on a le temps d'y revenir tout à l'heure. Du coup, on revient en France, pour le coup. On revient dans notre giron de prédilection, entre guillemets, à l'Oplo avec l'Occitan, et je donne la parole à Caroline Calvé, qui va nous parler du PNR d'Aubrac. Je partage l'écran. Ça arrive. Voilà. Je pense que c'est bon. Tu peux me confirmer, Marie, que c'est bon, s'il te plaît? Oui,
C'est bon, super. Merci. Merci. Donc, je remercie l'OPLO de m'offrir cet espace de parole et particulièrement Marie Sarotte pour l'organisation et la préparation de cet événement. Donc, je suis Caroline Calvé, doctorante en sciences du langage au sein du laboratoire d'IPRALangue, Université Paul Valéry, Montpellier 3. C'est un doctorat qui est cofinancé par l'Université Paul Valéry et par la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Et mes déplacements et mes frais de mission sont soutenus par l'école doctorale 58 et le laboratoire d'IPRALangue. Donc, ma thèse s'intitule « Identité et territoire au sein du parc naturel régional de l'Aubrac, enquête toponymique et sociolinguistique autour des chemins de transhumance ». Donc, je pars de l'hypothèse que la récupération-promotion de l'identité locale dans la langue d'origine, véhiculée à travers les toponymes, mais aussi à travers des désignants qui relient la langue et le territoire, pourrait contribuer durablement au développement des territoires vulnérables. Et je m'interroge en particulier sur la place de l'occitan au sein du parc naturel régional de l'Aubrac. La question que je vous propose de nous poser ensemble ce soir, c'est celle qui s'affiche à l'écran. Comment l'occitan peut-il aider à valoriser et promouvoir durablement le territoire? C'est un des axes de réflexion de ma recherche. Alors, avant d'entrer pleinement dans le vif du sujet, je vous propose juste une petite mise en contexte rapide en fait pour vous permettre de visualiser où est ce terrain de recherche. Donc, l'Aubrac, c'est dans le petit cercle rouge bleu que vous voyez sur la carte qui s'affiche. C'est un territoire de montagne, de forêt et de boraldes. C'est un territoire isolé, enclavé et vulnérable. Mais depuis le 2018, ce territoire, c'est aussi un PNR, donc un parc naturel régional, qui couvre 2 régions administratives, Occitanie, Pyrénées, Méditerranée et Auvergne-Rhône-Alpes, et 3 départements, Lozère, Cantal et Aveyron. Alors, un PNR, c'est un outil de développement des territoires et de préservation des patrimoines en milieu rural vulnérable et présentant un intérêt patrimonial remarquable. Alors, j'insiste sur le mot « outil ». Un PNR, ce n'est pas une réserve naturelle, ce n'est pas un parc national et il ne crée pas de nouvelles réglementations. Il mène des actions de développement des territoires et de préservation des patrimoines. Les missions d'un PNR s'articulent autour d'une charte qui comporte différents volets, un volet socio-économique, un volet culturel, un volet naturel et un volet paysager. Concernant le PNR Aubrac, la langue occitane est présente dans le volet culturel. Elle aurait pu tout aussi bien être transversale aux différents volets, ça pourra faire l'objet de la discussion. Alors, pourquoi s'intéresser à ce territoire en particulier et pourquoi parler de valorisation du territoire et non pas de valorisation et de promotion de la langue? Alors, je vous propose de partir de l'existant, à savoir la présence de la langue sur ce territoire et d'apprendre la situation depuis ce point de vue-là. Donc, il s'agit de s'appuyer sur un état de conservation suffisamment remarquable de la langue et de la culture occitane et d'en faire une plus-value particulière du terroir, proche du terroir et des territoires, qui pourrait permettre non seulement de favoriser de nouvelles mannes touristiques en quête d'authenticité, mais aussi d'enrayer peut-être l'exode rural dont souffre ce territoire, notamment le département de la Lozère. Donc, l'existant, quel est-il ? Vous avez à l'écran une partie de l'enquête sociolinguistique réalisée en 2020 par l'Office public pour la langue occitane. Dans cette enquête, il ressort que le département de la Lozère est celui qui a le taux le plus élevé de locuteurs déclarés et d'occitano-imprégnés. Vous ne voyez pas à l'écran les résultats pour le département de la Lozère, mais l'ensemble de l'enquête est téléchargeable sur le site de l'OPLO. Par contre, ce que je vous ai mis à l'écran, c'est le poids des 10 PNR couverts par cette enquête. Et on voit que le PNR Aubrac, donc si je ne me trompe pas, c'est la 6e colonne, c'est le territoire pour lequel les niveaux de compétences linguistiques déclarés sont les plus élevés, avec 25% de personnes qui se déclarent locuteurs de l'occitan. Et si on ajoute les locuteurs déclarés et les occitano-imprégnés déclarés, on atteint un résultat de 79%. Et ce qui va particulièrement m'intéresser, c'est la deuxième partie du tableau, dont je l'ai coupé en 2 pour plus de lisibilité. Donc, vous avez la première ligne, ce sont les compétences déclarées en compréhension lecture. Je vais m'intéresser à la deuxième ligne. Donc, l'Aubrac, c'est toujours la 6e colonne.
Et on voit que là, on a 86% des personnes interrogées favorables à des actions publiques en faveur de la langue et 100% des personnes qui souhaitent un maintien, voire un développement de l'occitan sur le territoire. Et on a là donc les scores les plus élevés parmi les 10 PNR que couvre l'enquête. Donc, on peut partir du principe qu'on est sur un territoire où l'état de conservation de la langue semble encourageant, toute proportion gardée, ça reste du déclaratif, une enquête statistique, et on peut imaginer, compte tenu des résultats de la dernière ligne, que la population pourrait réserver un accueil propice à des dispositions de par en haut, des dispositifs institutionnels en matière de langue et de culture occitane. Par ailleurs, on a au sein de ce territoire une forte empreinte, une forte empreinte occitane contenue dans les toponymes et les micro-toponymes. Donc, je vous ai mis quelques panneaux que j'ai pu prendre en photo, Lozère et Aveyron, il y a les deux départements. Le territoire, il est constitué de hameaux et de fermes isolées. Et tous ces lieux portent un nom. Et tous ces noms sont sur des panneaux présents sur l'ensemble du territoire pour les indiquer. Mais ce n'est pas tout. Chaque propriété est morcelée en prés et chaque pré porte également un nom. Ce nom, qui va avoir une racine occitane, est présent dans le cadastre, il est présent dans les actes de propriété et dans les usages quotidiens, mais il n'y a pas de signalétique visible sur le territoire pour nommer ces prés. Et c'est exactement la même chose aussi pour les portions de montagne qui accueillent les estives, c'est-à-dire qui accueillent la transhumance. La montagne, elle est morcelée en prés. Chaque pré porte un nom. Ce nom, il existe dans les usages quotidiens. Les gens emploient le nom du pré pour signaler l'endroit où ils vont monter les vaches, mais il n'y a pas de panneau, c'est pas présent sur les cartes, c'est pas signalé. Valoriser ces toponymes pourrait offrir des clés de compréhension aux personnes extérieures, donnerait du sens et de l'authenticité au territoire pour les personnes qui voudraient s'y installer, pour celles et ceux qui y vivent déjà. C'est pourquoi le PNR Aubrac, soutenu par la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, pourrait envisager de s'engager dans la valorisation du territoire par le versant linguistique en reconnaissant l'identité et la langue d'origine. Et cet engagement pourrait passer au-delà des projets déjà entrepris à travers l'offre culturelle du PNR, par la signalétique d'information de loisirs, la signalétique de randonnée et des actions de valorisation par le versant linguistique autour des chemins de transhumance. Sachant que la langue et la culture occitane occupent déjà une place certaine dans l'offre culturelle du PNR et qu'elle va grandissante. On peut citer notamment la Nuit des Burons et actuellement en cours des résidences de territoire avec collectage et restitution de contes en langue d'origine effectué par la SCOP Cervantes et un projet de valorisation des sonnailles effectué par le FEM Collectu. D'autre part, dans le secteur économique, on peut observer une nouvelle vision du terroir et des territoires où la langue est présente. Elle est employée comme un outil de promotion et de valorisation d'un produit. Donc, vous avez sur la gauche de votre écran une auberge à Castelnau-de-Mandaille en Aveyron, où on peut lire sur le débiteur de vin le début de la chanson Moussa Mounses, donc en occitan. On trouve par ailleurs dans cet établissement de nombreux éléments iconographiques, marqueurs de l'identité occitane, aveyronnaise, aubracienne. Bon, je ne pouvais pas vous mettre plein de photos. Mais ces marqueurs se retrouvent également dans l'offre de produits à consommer. Ici, comme dans bien d'autres établissements du territoire, pas de boissons américaines, pas de soda produits par les multinationales. Le cola, la limonade, les sodas sont locaux et proviennent de la brasserie Dolt à quelques kilomètres de là. Brasserie qui produit également la bière que vous avez à droite de votre écran. Cette offre de consommation se revendique proche du terroir et des territoires, afin d'offrir une expérience typique et originale à celui qui ne fait que passer, mais qui séduit également le local, l'habitant. Et ces démarches n'ont rien de folklorique et les produits se consomment au sein du territoire, mais également à l'extérieur. Et à droite de votre écran, il s'agit d'une publicité pour la bière Sabeskeleu. Vous pouvez constater que la publicité est en occitan. Il n'y a pas de traduction française. Vous pouvez chercher partout dans les coins, les recoins, en haut, en bas. Il n'y a pas de traduction. Rien n'est écrit en français, si ce n'est le nom de la brasserie en bas à droite. Le logo est comme ça, donc elle s'appelle comme ça, elle s'appelle comme ça.
C'est une démarche qui s'appuie sur la langue d'origine du territoire pour promouvoir le produit. Et à travers lui, c'est le territoire tout entier qui va être valorisé. Par transitivité, la langue va valoriser le territoire à travers le produit. Cette démarche présente aussi l'intérêt de donner la langue à voir en dehors de l'Aubrac. Cette publicité circule en effet dans les villes où est distribuée cette bière. Alors, Montpellier, certes, mais aussi Paris. Je vais presque conclure avec cette image du haut plateau. Je ne pouvais pas ne pas vous montrer ce que c'est l'Aubrac d'un point de vue naturel et vous dire que une articulation entre les différents acteurs du territoire et les institutions, donc entre les initiatives isolées et les volontés institutionnelles, une articulation entre les actions de par en haut et de par en bas pourrait permettre de mener des actions cohérentes et pérennes dans le but de valoriser, développer et promouvoir durablement le territoire. Le PNR, en tant qu'outil de développement des territoires et de préservation des patrimoines, pourrait être le lien entre les institutions et les volontés locales, en sachant que le PNR Aubrac peut s'appuyer sur l'existant pour restaurer l'esprit des lieux, apporter une plus-value culturelle proche du terroir et des territoires dans lesquels se retrouvent les habitants actuels et attirer aussi le nouveau, touristes ou habitants en quête d'authenticité, redonner du sens, des clés de compréhension, de réappropriation des lieux aux locaux. Néanmoins, il y aurait, me semble-t-il, un travail à faire pour donner la langue à voir. Si la langue est présente sur ce territoire, notamment dans les activités agricoles, notamment dans les désignants qui relient la langue et le territoire, notamment dans la toponymie, ça ne se voit pas toujours. Donc, on peut l'entendre, la langue, mais on ne la voit pas, ou peu. Il s'agirait alors de mettre en place du visuel, panneaux, muséographie, plaquettes touristiques, etc., comme il en existe déjà dans le domaine socio-économique, comme je viens de vous montrer. Et ça existe déjà un tout petit peu quand même. Je dois vous montrer ça et après c'est terminé. Le PNRA a récemment travaillé avec le CIRDOC à l'édition d'une plaquette valorisant la transhumance et le patrimoine linguistique autour de la transhumance. Donc, il s'agit d'un document où chaque langue occupe une place qui lui est propre. L'une ne traduit pas l'autre, vous pouvez le constater dans le titre, mais chacune porte sa réalité. Les langues se complètent. Dans ce document, les langues cohabitent harmonieusement, elles sont à l'équilibre. Ça me semble être un bel exemple de biodiversité qui, selon la définition du Petit Robert, et je cite, la diversité des espèces vivantes présentes dans un milieu. Et je vous présente là un exemple de 2 langues vivantes présentes dans un milieu. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Caroline. Pardon. Et merci de nous avoir fait voyager visuellement. Avec plaisir. C'est toujours sympa de voir les images, en plus d'avoir la présentation quand on parle de ce genre de lieu. Sans transition vraiment, même si la transition est toute trouvée, parce que vous allez voir que je pense qu'on va rebondir sur des choses qui se recoupent avec Jean-Luc Lagrave, à qui je donne la parole tout de suite pour la dernière présentation, avant la discussion. Alors, Alicia Monde, bonsoir tout le monde. Voilà, je voulais en premier lieu remercier l'OPLO, Marie Sarraute et son équipe, voilà, pour cette table ronde. Voilà, sur un sujet très intéressant, donc des liens entre, non pas biodiversité, puisque j'ai écouté avec grand plaisir M. Dalgalian, donc nous parlerons de glossodiversité. Donc. Et je voudrais aussi remercier donc l'ensemble des participants, ainsi que Madame Calvé, voilà, qui me permet de faire une transition assez aisée par rapport à la thématique et notamment la problématique d'action, de visibilité, de ensemble culturel et linguistique via justement le vecteur ou l'écosystème que pour représenter l'entreprise. Voilà, l'entreprise, quelle que soit sa taille, quel que soit son secteur d'activité. Voilà. Donc pour ma part, voilà, je ne suis ni chercheur ni sociologue, sociolinguiste ou autre, mais j'ai pour objectif en fait via l'entreprise d'essayer d'apporter une petite pierre à l'édifice via notamment une action entrepreneuriale propre et privée avec la diffusion de vêtements produits dans notre propre atelier en Gascogne, et également via la création d'un club d'entreprise
dont la finalité est bien entendu de pouvoir développer des synergies via les différents entrepreneurs, mais également de pouvoir donner de la visibilité et donner des outils, pourquoi pas, aux entrepreneurs qui désireraient utiliser des outils de marketing territorial de façon à optimiser leurs actions sur leurs différents secteurs d'activité. Voilà, donc je vais vous partager ce qui me semble le plus intéressant, c'est-à-dire ce que nous essayons de développer via justement le club d'entreprise. Alors, je me semble ici. Hop. Et voilà. J'espère que vous allez pouvoir le voir. Voilà, donc le club d'entreprise en question, donc, qui a pour but d'essayer vraiment concrètement de travailler sur ces questions de diversité, de mise en avant donc d'un patrimoine matériel linguistique et culturel, donc celui des Pays d'Oc, et notamment pour ce qui nous concerne nous sur le périmètre gascon. Vous l'avez là. Donc c'est un réseau d'entrepreneurs. L'objectif, donc une fois de plus, c'est essayer de créer des liens avec des entrepreneurs très variés qui ont pour vocation de développer leurs activités, tout en ayant un objectif commun, c'est-à-dire de mettre en avant le côté linguistique, le côté culturel, tout à chacun. La finalité extrême du club réside dans la construction d'un label de territoire, un label notamment nommé Gascon, puisque nous nous attacherons donc à être vraiment présents sur le triangle qui nous concerne entre Bordeaux, Bayonne et Toulouse. Voilà, pour essayer d'avoir une action propre à ce territoire-là, dans la même lignée que ce que font les Bretons, avec notamment un produit en Bretagne que beaucoup vont connaître, enfin j'espère du moins, ou d'autres zones, pourquoi pas en Catalogne, donc côté ibérique, sans oublier nos amis de Perpignan, bien sûr, et également côté Pays Basque espagnol, où il existe aussi un label. Et donc toute cette idée-là, en fait, nous invite à essayer d'avoir des synergies entre les uns et les autres, les territoires des uns et des autres, les actions des uns et des autres, de façon vraiment à essayer de sauvegarder cette diversité, de la faire survivre, puisqu'aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est très compliqué de pouvoir, voilà, comme le disait Mme Calvé, voilà, on entend la langue, on entend, la culture, on pourrait la voir, mais on entend la langue, mais malheureusement, on ne la voit que très peu. Et ça, c'est très dommageable, puisque on pourrait estimer, par exemple, pour les entreprises, que ce soit des TPE, des PME ou des ETI, des plus grandes entreprises, on pourrait estimer qu'il y a une déperdition économique, il y a une déperdition donc ensuite sociale, environnementale, au niveau donc des droits de l'homme, à tout point de vue sur les différents registres du développement durable, puisque donc on va parler des 7 piliers du développement durable et pas simplement l'environnemental, parce que c'est vrai que dans les médias, on parle uniquement du développement durable avec l'angle de l'environnement, ce qui est une très bonne chose, mais c'est pas le seul vecteur qui doit nous intéresser, je dirais malheureusement, parce que pour être efficace sur les actions, quelle que soit leur envergure, il s'agit peut-être d'avoir une action, une vision un peu globale. Voilà. Quel que soit l'enjeu de l'action, par exemple, nous sommes une petite TPE pour ce qui nous concerne, et donc nous essayons tout simplement de créer nos collections en utilisant le patrimoine immatériel, nous essayons de développer l'emploi en local, nous essayons de rémunérer au plus juste les gens, donc avec des conditions qui sont celles qui sont établies par une législation donc du territoire. Donc voilà, une fois de plus, ce qui semble vraiment clé pour nous, c'est de pouvoir justement utiliser les travaux des uns et des autres. Je vais reprendre par exemple, voilà, bien sûr, M. Gallien, que j'ai eu l'opportunité de pouvoir rencontrer il y a quelques années lorsqu'il était venu justement pour essayer de promouvoir la diversité linguistique, notamment dans les Landes.
c'est vrai que voilà, chaque fois que on a la capacité via les travaux des différents chercheurs, spécialistes patentés, nous, à notre niveau, je vous assure qu'on peut essayer de reprendre quelques idées, quelques bribes, même si nous ne sommes pas du tout spécialistes, pour essayer ensuite d'appliquer sur le terrain. Je vais reprendre donc le cas de l'entreprise, qui est vraiment un outil sur lequel on peut, on n'y pense pas toujours parce qu'on on est en plus dans un pays, alors je vais parler plus d'un pays au niveau hexagonal, dans un pays où l'entreprise a pas toujours eu bonne presse. On a tendance souvent à faire l'amalgame entre l'entreprise cotée au CAC 40 et la petite entreprise. Souvent, il y a des différences abyssales entre l'une et l'autre. Et je pense que vraiment, voilà, l'entreprise, ça peut être un moyen de pouvoir, comme Caroline Calvé l'a montré, notamment avec la fameuse brasserie Idol, de pouvoir impacter sur un territoire et petit à petit de créer du lien social, de créer de la plus-value et de créer une diversité qui soit beaucoup plus réelle et comment dire, vraiment correspondante à la réalité sociolinguistique des différents territoires. Voilà, parce que on s'aperçoit qu'au quotidien, on est dans un pays qui reste quand même très monolithique, très monolingue, très monoculture. Et au final, la réalité, ce soir, on s'en rend bien compte, hein, depuis donc le Maroc ou en passant par les différents territoires des pays d'Europe, on s'aperçoit que, bien voilà, chacun a une réalité propre, chacun a une personnalité, une identité quand même qui lui est singulière. Et il s'avérerait peut-être intéressant de pouvoir maintenant, en ce début du XXIe siècle, de vraiment avancer sur ces programmes-là. Donc, écoutez, c'est avec grand plaisir que voilà, je voulais témoigner ce soir avec vous sur ça. Et j'espère l'opportunité de pouvoir échanger avec vous en privé sur des projets divers et variés et pourquoi pas de répondre à certaines personnes qui suivent la table ronde sur Twitch. Voilà, encore une fois de plus, grand merci beaucoup à tout le monde et à l'Oplo en particulier. Merci à vous, Jean-Luc, pour ce dernier exposé de notre table ronde. Donc, vous avez eu le mot de la fin pour cette partie-là. Et j'enchaîne sans vraiment de transition. Alors, pardon, pour rappel, pour les personnes qui nous suivent sur Twitch, vous avez la possibilité de poser des questions dans le chat. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de la plateforme, et moi la première parce que c'est à peu près la première fois que je suis là, c'est possible que le chat ait disparu si vous êtes en grand écran, mais normalement en haut à droite, vous avez une petite flèche où si vous cliquez dessus, ça vous dit développer et ça fait revenir le chat. Donc, si jamais il a disparu ou vous demandez où est-ce qu'il faut poser les questions, c'est à cet endroit-là. Vous pouvez également poser les questions à l'adresse mail ou le numéro de téléphone qu'on va vous remettre dans le chat si jamais vous n'avez pas de compte Twitch. J'ai vu qu'il y a déjà 2 questions qui sont passées, je me les suis notées. Je les trouve très très intéressantes, mais je propose d'abord qu'on essaie de développer un petit peu voilà, quelques points que j'avais en fait prévu de développer, mais du coup, vous inquiétez pas pour les 2 personnes qui ont déjà posé des questions. Donc, je me les suis notées et on pourra y revenir quand on ouvrira la discussion en incluant les questions du public. Voilà. Alors, moi, ce que j'ai trouvé très très intéressant dans tous ces exposés et ce que je trouve intéressant, c'est que ils sont à la fois très très différents. Il me semble tous, on a eu des approches disciplinaires, des objets d'études qui étaient définis de manière très différente. Et pourtant, il y a un certain nombre de choses qu'on retrouve où on voit déjà, il me semble, se profiler des liens entre vos sujets. Alors, j'ai relevé des mots-clés un petit peu, moi, qui m'ont intéressée, mais alors c'est à titre personnel, hein. J'ai retenu, par exemple, glossodiversité, la question de souffrance pour la perte qui découle de la perte des langues. J'ai noté une idée d'érosion du naturel et de dégradation du culturel, par exemple. J'ai bien aimé cette formulation. Plusieurs fois, on a utilisé le mot vulnérable aussi pour parler des territoires, entre autres, et également la notion d'écosystème
en plus de donc cette glossodiversité. Donc, je trouve on voit qu'il y a des choses qui se recoupent. Alors, il me semble que on a déjà avec ces présentations établi un certain nombre de choses à partir desquelles qu'on va pouvoir développer plus en détail. Le fait que la biodiversité ou la glossodiversité, la biodiversité et la diversité des langues sont naturellement liées, qu'elles évoluent de pair. Alors naturellement liées, on pourra y revenir éventuellement. Hein. Également que la diversité des langues, du coup, doit au même titre en fait que la biodiversité être préservée. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est ressorti assez largement dans les présentations. On a vu également que les langues sont en fait je sais pas si c'est une bonne formulation, mais sont en fait au service des individus, des communautés, voire de la préservation ou du développement du territoire. C'est quelque chose, il me semble, qui était assez transversal dans un certain nombre de présentations. Mais alors, je vais essayer de me faire un peu l'avocat du diable aussi pour engager la discussion et pas forcément d'ailleurs l'avocat du diable, mais je pense que ça pose tout de même la question de la gestion de cette diversité des langues. Parce que on se dit, bon, préserver toutes les langues, c'est bien, mais évidemment, on va se poser la question qui est, voilà, si tout le monde parle toutes les langues qu'il veut ou la langue qu'il veut, comment on fait pour se comprendre? Voilà. Donc, ça nous amène à la deuxième partie en fait du titre de la table ronde. Quelle langue, au singulier ou au pluriel, parler ou apprendre pour construire un avenir en commun finalement, pour construire le monde de demain? Alors, pour tenter de répondre à cette question, je voudrais me tourner d'abord vers Kaliane. Pour rappel, qui est vulgarisatrice sur la chaîne YouTube Linguisticae et qui a justement traité de cette thématique. Quelle langue apprendre, quelle langue devriez-vous apprendre, s'appelle la dernière vidéo qui a été publiée sur la chaîne. Et dans cette vidéo, Kaliane, tu expliques notamment qu'il y a 3 grands scénarios qui sont envisageables. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que la vidéo traite du niveau européen spécifiquement pour ce qui est de la politique linguistique, parce qu'on peut aussi se poser, je pense, la question des échelles, en fait, l'échelle locale. Caroline, par exemple, parlait du PNR, ou même Rachid, des questions peut-être pour les communautés nomades qui ont des problématiques spécifiques. Puis on va avoir l'échelle peut-être régionale, nationale, internationale, mais quelle internationale? Européen, mondial, la mondialisation. Je pense que tout ça, c'est des termes aussi qui peuvent nous servir un peu de mots-clés. Donc je reviens à ma question. Kaliane, tu expliques dans la vidéo qu'il y a 3 grands scénarios qui sont envisageables au niveau européen. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur cet aspect-là, s'il te plaît? Oui, alors merci Marie pour la parole. J'hésite, je pense que je vais pas vous détailler les 3 scénarios parce que sinon je vais être vraiment trop courte sur mon sur mon timing, mais je vais quand même vous parler de cette vidéo. Donc si jamais vous voulez aller la voir, elle est sur la chaîne YouTube Linguisticae. Donc effectivement, cette vidéo excusez-moi, s'appelle Quelle langue devriez-vous apprendre? Donc c'est un titre un petit peu racoleur, je vous l'accorde, mais en fait on voulait surtout parler de la valeur propédeutique des langues. Donc, c'est-à-dire comment le fait de parler déjà plus d'une langue sert d'échafaudage, d'apprentissage, entre guillemets, pour d'autres langues par la suite. Donc, en fait, on s'est interrogé, comme tu le disais, sur la diversité linguistique de l'Europe en particulier en tant qu'écosystème. Et donc, on sait tous que l'anglais domine actuellement cet écosystème comme langue véhiculaire, alors même que les plus avantagés, à la fois économiquement et socialement, par cette politique, qui sont évidemment les Anglais, ont quitté le navire. L'idée principale donc, de la vidéo, c'était que l'espéranto, donc c'est un des 3 scénarios que tu mentionnais, c'était que l'espéranto paraissait être un candidat solide pour supplanter cette politique du tout à l'anglais, dans la mesure où c'est la langue maternelle de personnes, tout en étant relativement facile à apprendre pour tout jeune locuteur de langue indo-européenne et a fortiori un futur citoyen européen. Mais bon, ça, c'est la théorie. Seulement, voilà, c'est pas une langue naturelle, on le sait, c'est une langue artificielle, et elle est donc chargée de préjugés à son encontre. Et du coup, en pratique, ça demanderait énormément de temps et d'efforts d'éduquer et de convaincre les Européens en ce sens. Vous avez d'ailleurs sans doute vous-même une opinion assez arrêtée sur la question parce que tout le monde en a une. Du coup, pour ouvrir la discussion, je vous pose la question à tous. Cet écosystème, alors, comment le rendre harmonieux pour parer au mieux au déclin des petites langues, donc comme l'occitan à tout hasard, parce que je me dis que au même titre qu'un exode rural ou urbain qui va venir modifier le paysage linguistique d'une région sur plusieurs générations,
et ben la glottophagie des grosses langues de l'UE va aussi inévitablement avoir des répercussions sur tout un paysage et pas seulement linguistique. Donc, quelles pourraient être ces répercussions, ces conséquences du fait que les grosses langues grignotent les petites langues, disons, dans d'autres domaines plus appliqués que juste la linguistique? J'espère que c'est assez clair comme question et que ça vous aura donné matière à réfléchir. Voilà, juste quelques pistes de réflexion. Alors Gilbert, je vois que vous avez levé la main. Je pense que vous voulez peut-être apporter une réponse. Ben oui, juste un mot sur l'espéranto. Je ne sais pas s'il est frappé de préjugés. Personne ne peut argumenter contre l'espéranto, mais sa généralisation pose un problème. D'une certaine façon, c'est exactement l'inverse de la démarche en faveur des langues régionales ou autochtones. On cherche l'authenticité, l'épaisseur culturelle, l'histoire de la langue et de la culture, et de tout cela, l'espéranto est dépourvu. Donc, c'est pas qu'il y ait des préjugés, c'est qu'il y a des manques du côté de l'espéranto qui n'apportent pas ce qu'apportent toutes les langues, y compris les plus minoritaires. Donc, voilà, ça c'est une première réflexion. La deuxième, c'est quelle solution autre? La solution autre, celle pour laquelle je plaide depuis maintenant 40 ans, c'est l'éducation bilingue et plurilingue. Oui, c'était le deuxième. L'éducation bilingue, c'est une construction beaucoup plus riche. Je pourrais détailler ça longuement, mais je ne veux pas m'éterniser. Mais c'est une construction beaucoup plus riche que l'éducation monolingue. Et en plus, cette éducation bilingue, c'est la porte ouverte au plurilinguisme par la suite, parce que le bilingue, c'est déjà un plurilingue en herbe. Il a toutes les dispositions pour apprendre une troisième, une quatrième, une cinquième langue, et parce qu'il les aborde étant bilingue avec 2 stocks de phonèmes, 2 stocks lexicaux, 2 stocks d'automatismes grammaticaux. Il est donc déjà pourvu pour aborder les langues avec facilité par la suite. Donc, l'avenir de l'Europe, c'est pas l'anglais, c'est peut-être pas non plus l'espéranto, c'est l'éducation bi- et plurilingue. Voilà ce que je voulais quand même réaffirmer rapidement. Merci. Alors, est-ce que quelqu'un veut rebondir? J'ai levé la main, mais je crois qu'on ne va pas faire comme ça. On ne va pas lever la main à chaque fois. Comme vous voulez. Si jamais quelqu'un parle longuement, éventuellement, levez la main pour signaler que vous êtes le suivant ou que vous avez… voilà, mais non. Mais il me semblait bien avoir vu que ça disait que quelqu'un avait levé la main, donc c'était toi. Mais voilà, c'était pour compléter ce que Gilbert vient de dire. Oui, l'enseignement, c'est sûr. Et j'ai envie de dire aussi davantage de dispositions pour mettre la langue dans l'espace social et dans la société pour que ces jeunes élèves, quand ils vont sortir de l'école, que la langue, elle soit utile et qu'elle serve à quelque chose et que ça soit pas juste une langue de l'école et que petit à petit, on rétablisse peut-être une transmission intrafamiliale parce que autrement la langue elle restera uniquement à l'intérieur de la classe. Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs une des deux. En fait, c'est vrai que j'ai pas précisé pour les personnes peut-être qui connaissent pas l'OPLO, mais donc comme je vous ai dit au début de la table ronde, on est un organisme de politique linguistique et on travaille principalement. En fait, on a 2 grands champs, on va dire. Sur lesquels on travaille, qui est la transmission et la socialisation. Donc l'idée, c'est de relancer la transmission, notamment familiale, mais pas que. Donc pour le moment, on est plutôt sur l'école en fait pour former des nouveaux locuteurs qui eux peut-être s'empareraient à nouveau de la transmission familiale, mais on n'empêche pas les parents actuels de s'emparer de la transmission familiale. On œuvre aussi pour ça. Et à côté, évidemment, la socialisation, mettre plus de langues dans la société. Alors ça passe par plein de choses, la signalétique, ce genre de choses. Le développement des réseaux sociaux, voilà, il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est en effet les 2 axes principaux de la politique linguistique qu'on essaie de mener actuellement. Gilbert. Alors, si j'abuse, vous me dites, Marie,
Mais je veux rebondir sur ce qu'a dit Caroline, elle a tout à fait raison. L'école ne peut pas tout. Il faut des moments d'utilisation de la langue en dehors de l'école. Et là, je rejoins un propos de notre ami Lagrave, qui a parlé des entreprises. Mais il y a une entreprise qu'il faudrait privilégier plus que les autres encore, ce sont les médias. La relative absence ou le peu de présence, disons, des langues régionales dans les médias, ça va au détriment du projet de la reconquête et de la réappropriation des langues. L'école ne peut pas tout. Alors, je voudrais être concret sur ce sujet. On peut très bien introduire des émissions grand public qui plaisent et qui sont intéressantes et qui sont instructives peut-être, pour les réutiliser ensuite en classe. C'est-à-dire il peut y avoir une dialectique entre émissions grand public et émissions utilisables pédagogiquement dans les classes, de façon à ce que l'enfant perçoive que cette langue, elle est utilisée ailleurs que dans les quatre murs de la classe. Alors, je ne vous parle pas en l'air sur une utopie. J'étais 4 ans en poste dans une région bilingue d'Italie, la Vallée d'Ost, où j'ai construit avec une collègue italienne une télévision éducative pour l'école primaire, pour la promotion du français qui là-bas était une langue minoritaire. Donc, j'ai fait en sorte que cette télévision apporte des contenus d'histoire, de géographie, sur le parc naturel, sur les églises, les châteaux forts, bref, tous les sujets possibles, en langue française, avec des documents sur lesquels les enfants étaient appelés à travailler. Il y a un dispositif à inventer de médias qui soient interactifs, d'une part entre les classes et une régie télévisuelle. Voilà des choses qui restent à inventer. Je l'ai proposé de longue date aux Bretons. Ils traînent la patte. Peut-être ils ont de bonnes raisons, je ne sais pas, mais je pense que c'est la chose à étudier. Voilà, merci. Je me dis que comme on parle de l'utilisation d'outils, de la réutilisation d'outils médiatiques pour la pédagogie, j'ai envie d'ailleurs je vois que Jean-François a allumé son micro parce que ça m'intéresserait de savoir du coup dans la formation des enseignants et dans les calendrettes par exemple, comment est-ce que vous utilisez finalement les médias occitans? Est-ce que je sais pas comment vous vous positionnez par rapport à ça. Est-ce que vous trouvez votre compte aussi dans les médias occitans? Est-ce que les enseignants sont peut-être aussi dans un processus de création? Enfin voilà, je sais pas si vous avez des choses à nous dire sur ce sujet. Oui, j'en ai forcément. Mais je voulais pas répondre d'une manière un peu générale parce que c'est vrai que l'idée de l'enseignement bilingue qui amène à un enseignement plurilingue, ben oui, ça nous intéresse fortement. Après, moi, la grande question que je me pose, c'est comment nous, les Occitans en général, enfin tout le sud de la France, on s'est laissé convaincre que les seules langues, finalement, elles pouvaient toujours arriver d'ailleurs. On n'a jamais joué sur la notion de territoire, de proximité. J'entendais tout à l'heure M. Lagrave faire référence à nos amis catalans. Ne croyons-nous pas utile que les gens de Perpignan ou de Collioure apprennent plutôt le catalan dans les écoles que l'anglais à raison d'1 heure par semaine? On a bien vu sur des territoires que ça marchait. Moi, je suis allé en Alsace plusieurs fois et j'ai été relativement surpris de voir qu'en fait, beaucoup d'enfants sont bilingues très tôt parce que parler la langue du voisin frontalier, c'est logique. Et nous, l'Occitanie, c'est quelque chose qu'on a totalement abandonné au profit du centralisme tout le temps. On ne s'est jamais posé cette question-là. Quelle est l'utilité de parler anglais quand tu es à Nice alors que tu ne maîtrises pas l'italien? Enfin, moi, c'est des questions que je me pose tous les jours. Je dis, mais comment on a laissé, en fait, échapper ça? Comment on a été, j'allais dire, aussi bête, pour pas dire mieux, de suivre, on est des fois plus centraliste que l'État, alors qu'on devrait revendiquer tout le temps pour une vraie territorialité. Quand j'entends madame parler du PNR d'Aubrac, on est sur quoi? On est sur une territorialité. Si c'est pas les gens de l'Aubrac qui s'intéressent à l'Aubrac, vous comprenez bien que tout le monde s'en fout de l'Aubrac.
Donc, non, mais faut être clair. Si on n'est pas capable, nous, de le dynamiser, cet Stade Noirs, et de faire que les gens ils aient envie d'y venir pour y mettre les pieds dans cette authenticité, la sentir et trouver ça génial, et trouver ça exotique, parce que l'exotique, des fois, il est devant ta porte, c'est juste parce que tu le connais pas. Donc, ouais, moi, ça, c'est plus général, quoi. Après, pour revenir sur la place des médias dans l'éducation, ben, c'est quelque chose dont on s'est saisi et j'allais dire de plus en plus et le Covid étant passé par là, ça a aussi poussé beaucoup d'enseignants à découvrir des nouveaux outils. La preuve encore ce soir, hein, donc on est devant des dispositifs, je dis pas qu'ils sont nouveaux, mais qui sont aujourd'hui devenus monnaie courante et qui font partie aujourd'hui des pratiques, y compris en tant qu'enseignant. Mais je rejoins tout le monde, je rejoins M. Dagalian, parce que là c'est pareil, comment on a laissé, politiquement parlant, hein, je parle de nos élus à nous, locaux, comment on a laissé partir les chaînes locales, comme on les a laissé partir aujourd'hui. Regardez ce qu'est France 3 Montpellier, on est au sommet de l'aberration, c'est-à-dire que s'il y en avait un qui avait l'accent, je crois qu'il le tuerait. Donc il faut qu'on soit conscient de ça. Et ça, c'est quelque part, c'est notre faute. C'est notre faute. Ça, on l'a donné en pâture aux autres, et bien ils l'ont pris. Et Monsieur Lagrave qui a parlé de l'entreprise, bon, on a exactement l'inverse aussi. On a des gens aujourd'hui qui revendiquent, qui vendent leur territoire en quelque sorte, et qui le font avec des valeurs, parce que c'est aussi ça, quoi. Le monde de l'entreprise, il ne véhicule pas que des valeurs abjectes. Et l'argent, ça sent pas mauvais non plus, parce que toutes nos langues, elles en manquent d'argent. Donc c'est bien qu'à un moment, quelque part, on s'est planté, mais d'une manière magnifique. Et j'allais dire, on insiste, parce que moi, je connais plein de mouvements qui sont capables d'aller manifester contre la décentralisation, par exemple. Donc, voilà, alors moi, je rêve pas de l'Europe fédérale, mais je me dis quand même, par rapport aux langues, par rapport à ce que dit M. Dagalian, entre autres, aller chercher bien loin ce qu'on a devant la porte, je suis pas certain que ce soit la meilleure stratégie pour développer l'enseignement bilingue et plurilingue. Après, au niveau des outils, je veux dire aussi que alors ça commence à se professionnaliser en quelque sorte, mais on voit de plus en plus d'enseignants se lancer dans le film d'animation, dans la création documentaire d'une part, mais pas que, dans juste faire voir avec un peu plus de professionnalisme peut-être que ce qu'on le faisait, comment ça marche, comment on met en place le bilinguisme immersif ou pas, hein, mais et on voit bien que ça a un écho extrêmement favorable et que ça vaut bien souvent beaucoup de discours, hein, puisque pour convaincre les gens, il faut leur montrer ce que vivent leurs enfants en général, et là ça s'éclaircit. Mais bon, c'est un champ qui s'est, pour moi, hein, libéré par rapport à l'individu. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas faire des vidéos en occitan puisqu'on fait ce qu'on veut. Donc, à nous de le faire. Mais par contre, on ne peut pas dire qu'on soit soutenu, ni localement, ni régionalement. Je ne parle même pas du national là-dessus. Et ça, c'est regrettable. Merci. Alors, comme on a parlé, alors on est passé par plein de points, mais comme on a parlé un petit peu du territoire quand même et du rapport au territoire, je voudrais en profiter pour poser la première question qui a été posée assez tôt dans la table ronde en fait, parce qu'elle pose la question d'un autre type de territoire. Et c'est vrai qu'on a parlé par exemple du PNR d'Aubrac, on a parlé des tribunaux, des communautés nomades en fait. Donc là où on va être dans des choses plutôt rurales, majoritairement. Et en fait, il y a quelqu'un qui pose en fait la question inverse finalement, qui nous a dit pardon, Adessiat, je suis marseillais et très attachée à la culture et à la langue de ma Provence natale, mais je suis attristée de constater que même s'il existe une vie associative occitane à Marseille, au niveau de la municipalité, la politique linguistique de promotion du provençal est inexistante, comme dans les autres métropoles mondialisées. Auriez-vous des pistes d'action pour donner plus de visibilité aux langues minorisées dans les grandes villes? Alors, je ne promets pas qu'on apporte une réponse satisfaisante, voilà, mais je veux dire qu'on ait la solution dans cette table ronde, mais je vais vous laisser la parole. Je trouvais juste intéressant de mettre le point aussi sur cette question du rapport au territoire. Finalement, dans le monde globalisé, mondialisé, c'est vrai que les métropoles, et moi là je suis physiquement à Bordeaux, j'en suis la preuve également, hein,
ont perdu plus rapidement que le reste du territoire, d'une manière générale, cette diversité interne qu'il y avait à l'origine. Donc, je ne sais pas si quelqu'un veut proposer. Si, Monsieur Lagrave, donc je vous laisse la parole. Oui, merci Marie. Oui, juste une petite piste de réflexion concernant cette question que j'ai vue dans le chat. Alors voilà, ça se passe en Provence, donc ça tombe bien. Voilà, tout dernièrement, là, via les réseaux sociaux et notamment le réseau LinkedIn, donc des entreprises, de la vie économique globalement, il y a une initiative intéressante en Provence, pas à Marseille stricto sensus, mais à Aix-en-Provence. Vous voyez, dans le cadre du sport business, le rugby professionnel, voilà, qui est intéressant là dans ce registre-là, parce que justement, il y a une démarche, notamment avec le club de Aix en Pro D2, qui a changé le nom de Aix-en-Provence pour passer sous l'appellation Provence Rugby. Donc déjà, pour utiliser des marqueurs de territoire et de marketing territorial beaucoup plus ancrés avec cette réalité de Provence qui est là, sous-jacente, qui est là, pour justement être en opposition avec des noms ou des acronymes comme PACA qui ne correspondent à pas grand-chose finalement. Donc voilà, je voulais juste témoigner de ce fait-là. Merci. Est-ce que quelqu'un a une autre piste, Caroline? Bon, je sais pas si, enfin non, je peux pas lui dire, lui donner des outils pour savoir comment faire. Mais par contre, il y a deux choses. Dans l'optique de développement durable, on passe par le local et donc la langue locale. Donc cette personne, effectivement, dans une optique de développement durable, et me semble être sur la bonne piste. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la présentation, pour pouvoir construire quelque chose de pérenne, il faut vraiment articuler les volontés institutionnelles et les motivations des locuteurs. On pourrait mener autant d'actions institutionnelles que l'on veut si au niveau de la population ça prend pas, il n'y a pas de motivation, mais il se passera rien. Et inversement, si on a des locuteurs très militants, très investis, très motivés, qui mènent des actions, mais que au niveau institutionnel ça suit pas, ça marchera pas non plus. Et l'articulation, elle doit vraiment se faire. Donc, en tant que citoyen, c'est aussi peut-être un travail à faire avec les élus, les personnes aussi qui peuvent agir au niveau institutionnel pour articuler vraiment, à mon avis, le haut et le bas. Voilà. Oui, Jean-François. Oui, c'est tout à fait vrai ce que dit Caroline, hein, mais moi, sur les grandes villes, je trouve ce qui est difficile, c'est dans quel sens on le prend. Tout à l'heure, on parlait d'actions ascendantes ou descendantes, hein, et je pense que dans les grandes villes, pour moi, hein, ça reste totalement illusoire de croire que c'est la base qui va refaire bouger la grande ville, en fait. Je pense que par passer une certaine taille, un certain seuil critique, on va dire, hein, en fonction de la taille dans une ville de 68 000 habitants, c'est relativement facile qu'une association occitane, basque ou alsacienne soit visible par son action. Dans une ville de 2 millions d'habitants, moi, je suis moins persuadé que ça soit ça. Et justement, ça entraîne un phénomène d'érosion, d'usure chez ces gens-là, parce que ça vient jamais d'en haut, en fait. Et par contre, on sait très bien que dans ces grandes villes, justement, qu'il y a, et ça rejoint aussi, c'est aussi une approche dont a parlé M. Dagalia, hein, dans les grandes villes, les médias, c'est eux, c'est la grande ville qui a le pouvoir sur ça. C'est-à-dire, c'est elle qui peut s'exprimer et marquer, elle aussi, quelque chose. Si demain, à Marseille, dans le bulletin municipal, le choix, c'est qu'il y ait une phrase en provençal, ça aura un impact immédiat. Ça aura un impact immédiat. Alors que si dans le journal de l'association, il y a une phrase en provençal, et on n'en attend pas moins puisque c'est le journal provençal, son impact, c'est un petit caillou qui met dans la mer. Donc ça marche pas trop. Je crois qu'avec les grandes villes, moi, je crois vraiment que, et ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est dans les grandes villes, c'est une question politique, là, il faut pas dire autre chose. Et les grandes villes, elles ont un parapluie tout trouvé, qui est le multiculturalisme et compagnie. Alors ça aussi, ils sont bien tout gentils, mais donc comme il faut contenter tout le monde, en fait, nous, en fait, on n'est jamais contentés, puisqu'on est toujours les plus petits. Donc, c'est comme la distribution des miettes quand il y a les pigeons. Il y a les premiers qui arrivent, et puis après, il y a les autres.
En fait, moi, je me méfie un peu de ce genre de discours parce qu'en présentant, et Marseille est un très bon exemple, hein, on explique que Marseille, c'est la ville de toutes les cultures du monde et de toutes les langues du monde. J'allais dire, sauf une, sauf la langue du territoire, en fait. La langue du territoire, elle est pas, elle n'a pas droit de citer. Donc, je crois que des fois aussi, dans ces grandes villes-là, à cette échelle-là, il faut les questionner dans l'autre sens aussi. Il faut dire attention parce que votre ouverture, elle est quand même quelque part, c'est ce qui va nous assassiner à nous, en fait, ce discours-là. Alors, j'y vais peut-être un peu fort, mais c'est un peu l'impression que j'ai quand je suis à Toulouse, quand je suis à Bordeaux. Et diable, ce sont des villes qui, par certains côtés, sont marquées, sont teintées par la langue occitane et compagnie. L'action, elle n'est pas si évidente que ça. Même si Toulouse, me semble-t-il, est dans une autre dynamique que peut l'être Bordeaux, par exemple. Je ne sais pas si vous avez vu cette image passer, j'ai vu ça la semaine dernière, j'en étais très content. Pendant un match de Ligue 1 du TFC, le dernier, où il y avait 30 ou 40 000 personnes au stadium, il y avait une banderole immense, Fiers des Auxitas. Bon, quelque part, c'est formidable parce que c'est un éclairage et c'est gratuit pour le coup. Ça coûte pas cher, mais ça, entre guillemets, ça rapporte gros. Puis au moins, ça nous soigne un peu, nous, des fois, on est un peu contents. Merci. Rachid, vous voulez rebondir? Ajouter une chose qui est très très importante, c'est que la problématique ou bien le phénomène est plus aggravé dans les pays sous-développés. Je vais donner l'exemple du Maroc. Moi, je pense que les grands bailleurs de l'éducation au monde, dans le monde entier, qui est par exemple l'UNESCO, la Banque mondiale, c'est eux qui dirigent en fait les politiques linguistiques. Je pense que si on regarde à long terme, c'est eux qui décident la langue qui doit être enseignée et la langue qui doit être marginalisée et dominée. Donc, c'est eux qui décident la langue qui domine et la langue dominée. Par exemple, dans le marché linguistique marocain, là, on parle d'une hiérarchie linguistique, l'hiérarchie des langues. Par exemple, je vais vous donner un exemple. La langue berbère est devenue un signe, si vous voulez, un signe traditionnel, classique. Par exemple, des familles, ils font l'impossible que leurs enfants apprennent, par exemple, l'anglais et le français, surtout la langue anglaise, qui est devenue une langue tueuse, si vous voulez, une langue forte, alors que les langues authentiques, les langues d'identité, les langues originales sont devenues écrasées, marginalisées, alors que ce sont des langues d'identité, si vous voulez. Donc, ils sont devenus vernaculaires. Voilà. Apprendre l'anglais ou le français, c'est un signe de civilisation. Donc, on peut parler d'une colonisation linguistique. Voilà, si vous voulez, ce que je veux ajouter. Voilà. Merci. Merci Rachid. C'est vrai que ce terme de colonisation ou colonialisme, on l'utilise même pour le contexte français en fait, et notamment le contexte, alors notamment occitan parce que c'est beaucoup les Occitans et les Catalans qui ont développé ça, mais l'idée du colonialisme intérieur ou interne. Que ce serait le centre, la métropole parisienne en l'occurrence, le centre du pouvoir qui aurait petit à petit colonisé culturellement en fait. Je vois que Caroline acquiesce, donc je me dis je restitue bien l'idée, mais aurait colonisé culturellement et donc linguistiquement le reste du territoire français. L'année dernière, d'ailleurs, j'avais fait une communication dans un congrès alors moi j'étais en visio, mais qui se passait à Kenyatta University avec pas mal de chercheurs du continent africain. Et c'est vrai qu'on avait abordé un petit peu cette question de voir comment est-ce que l'histoire de France, alors l'histoire du colonialisme intérieur, pouvait être intéressant aussi pour les chercheurs du continent africain. Alors c'était beaucoup des chercheurs de l'Afrique subsaharienne, puisqu'on sait que là-bas la diversité linguistique n'a rien à voir en termes de nombre de langues et de complexité des intrications
l'éducation des communautés par rapport à ce que nous on connaît en France ou même en Europe. Et en fait, eux-mêmes me disaient qu'ils trouvaient ça intéressant de voir cette histoire de la langue en France, de voir le rouleau compresseur un petit peu qu'avait été finalement la politique linguistique française pour, en tout cas, eux, alors je ne sais pas si c'est le cas de tous les décideurs en Afrique, mais en tout cas, pour que les chercheurs là-bas aient bien ça, en se disant, attention, si on passe au tout anglais, au tout français, au tout langue officielle internationale, c'est la même chose qui va se passer, même si c'est des territoires où il y a encore une grande diversité qui existe, heureusement, mais il y a un risque réel. Je vois que, Gilbert, vous avez levé la main, donc je vais vous laisser la parole maintenant. Oui, brièvement. Je rebondis en approuvant ce qu'a dit Rachid précédemment, et qui rejoint une thèse, enfin une idée que nous devons à Pierre Bourdieu, qui est celle du capital linguistique et culturel, lequel capital linguistique et culturel a un lien avec les représentations psychosociales qu'ont les pays, les peuples, les dirigeants notamment, mais ça a un lien direct avec l'économie. C'est-à-dire que cette histoire de capital linguistique et culturel, c'est directement lié au nivellement qui est le produit des idéologies productivistes qui font que l'anglais va dominer sous prétexte de commerce, sous prétexte d'échanges internationaux, et que du coup, la glossodiversité s'érode. Et du coup, il y a du capital linguistique qui est toujours au profit des nantis et en défaveur des petits groupes, de la campagne, des ruraux, des régions qui sont moins développées économiquement. Voilà. Il y a un rapport direct entre cette notion de hiérarchie des langues qui a été évoquée par Rachid et les idéologies productivistes dans lesquelles nous baignons et nous sommes victimes. Voilà, merci. Merci. Oui. C'est vraiment en ça justement que dans une optique de développement durable, il faut repasser par le local, parce qu'effectivement l'anglais, ça va être le local, le tout mondialisé. Merci Caroline. Alors je vous signale juste parce que vous ne voyez pas vous le chat sur Twitch que la personne qui avait posé la question sur les métropoles et Marseille vous dit merci pour vos réponses éclairantes. Voilà, donc je pense que c'est quand même important de vous dire en direct que vous ne parlez pas dans le vide et que ça a un réel impact ce que vous dites, même si je pense, on n'en doute pas, hein, mais voilà, tant qu'à faire. Je passe un petit peu du coq à l'âne, mais en fait, alors pas totalement, mais comme on parle de hiérarchisation, en plus je trouve que c'est, même si c'est pas exactement la même chose, mais c'est peut-être un petit peu lié, pour poser une question qui a été posée il y a un certain temps, qui s'adressait à Rachid spécifiquement, mais vous allez voir, je pense que la question résonne beaucoup pour l'occitan également. Alors c'est une question qui a été envoyée par Bertrand Aubray, directeur de Chubry, Institut d'inventaire et d'études linguistiques du Gallo. Donc le Gallo, langue de la partie orientale de la Bretagne. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, le Gallo, c'est une langue romane qui fait partie des des langues d'Oïl, donc qui est de la même famille linguistique que le français, et qui est parlée dans la partie donc est de la Bretagne, contrairement au breton qui est parlé dans la partie ouest. Donc la question, alors c'est un petit peu long le texte, donc je vais tout lire. Le berbère est en cours de standardisation dans le cadre de son officialisation. Pourtant, la standardisation, c'est-à-dire la promotion d'un standard, peut entraîner un appauvrissement linguistique au sein du berbère. En effet, les locuteurs et locutrices risquent d'adopter peu à peu le berbère standard au lieu du berbère hérité de la famille ou du lieu de vie. Auriez-vous des pistes concrètes pour concilier la revitalisation linguistique, dont la normalisation de l'usage dans les institutions, et la diversité interne de la langue à revitaliser? Donc, voilà, Rachid, je ne sais pas si c'est une question très vaste, mais voilà, si vous avez des idées. C'est une problématique en fait qui a fait couler l'encre de plusieurs chercheurs, surtout Monsieur Salem Chaker. Salem Chaker, c'est le pionnier ou bien la grande référence. C'est un enseignant-chercheur à l'ENALCO à Paris. Donc c'est lui la grande référence dans
les recherches berbères. Aussi au Maroc, on a Ahmed Boukous qui est le recteur de l'ERCAM. L'ERCAM, c'est l'Institut Royal de la Culture Amazigh. Alors, il y a beaucoup des articles, beaucoup des colloques et des conférences qui ont essayé de traiter cette problématique liée à la diversité, des dialectes berbères. Voilà. Par exemple, au Maroc, on peut compter 5 ou 6 dialectes berbères. On peut dire il y a Tachlhit, il y a Terifit, il y a Tamazigh, il y a beaucoup de dialectes. En Algérie aussi. Par exemple, moi, je suis un locuteur natif du berbère. Alors, si vous avez une idée sur la carte du Maroc, moi, je suis du centre. Je suis né à Beni Mellal, c'est au centre, et j'ai enseigné à la vallée du Mgoun, c'est à Ouarzazate. Donc, à peu près, il y a quelques heures de route, après 8 heures à 9 heures de route. Donc, quand on change du territoire, de l'espace, on peut pas communiquer facilement avec l'autre. Donc, il y a une problématique d'intercompréhension. Voilà. Par exemple, Tessousit et par exemple et Terifit, là, ils peuvent pas s'entendre. Il y aura une problématique d'intercompréhension. Donc, revenons à la question de la standardisation. C'était la spécialité de l'ERCAM, de l'Institut Royal pour la culture amazigh. Amazigh, ça veut dire berbère. Et voilà, ils ont essayé de trouver des termes et du vocabulaire, un lexique qui peut être convenable à tout le monde. Je sais pas est-ce qu'ils ont réussi ou pas, mais bon, à l'école marocaine, parce que moi je suis enseignant du berbère, des fois je trouve des termes que je comprends pas, et je me suis dit que voilà, ce terme il est plus, par exemple, il est plus expressif que celui-là, et donc ils adoptent des termes des fois inconvenables. Donc c'est vraiment une question problématique, mais bon, ils essaient toujours, ils font énormément d'efforts pour essayer si vous voulez, de trouver une langue standard qui est convenable à tout le monde. Merci Rachid. Gilbert, pardon, vous voulez rebondir ? Oui, pardonnez-moi de revenir en scène pour reprendre la parole. Si j'abuse, Marie, vous me coupez. Mais sur ce problème de la standardisation, le problème s'est posé pour beaucoup d'autres langues. Par exemple, les Bretons ont eu ce problème. Si on veut que la langue soit enseignée à l'école, il faut un standard. Si on veut qu'elle soit utilisée à certains niveaux administratifs ou scientifiques ou autres, il faut un standard. Et naturellement, la conséquence de cela, c'est que beaucoup de gens diront « mais je ne me reconnais pas dans cet écrit. Cet écrit ne ressemble pas à mon parler breton ou à mon parler tamazight peut-être ». Alors, il y a eu des réponses différentes selon les régions. Les Corses ont 3 séries de manuels scolaires avec 3 standards différents. C'est pas le cas en Bretagne. Alors, je sais pas comment on peut résoudre le problème du tamazight, mais voilà, ça c'est une vraie question qui se pose à chaque fois. Là où c'est le plus difficile, c'est avec les Occitans, parce que entre les différents Béarnais, Limousins, enfin bref, toutes les variantes que vous savez, il y en a au moins une dizaine. Là, le problème d'un standard, c'est difficile. En tout cas, normalement, il faut arriver à ce que le locuteur natif puisse
aborder le standard sans avoir à faire des apprentissages monstrueux ou difficiles. Il faut trouver le bon compromis entre l'intercompréhension et le sacrifice qu'on fait pour un standard commun, parce que c'est un sacrifice. Voilà. Merci Gilbert. Jean-François, je crois que vous vouliez réagir. Ben oui, parce que c'est vraiment une question, c'est une question très très intéressante. Mais moi j'ai quand même fait, moi je suis optimiste toujours un peu dans ma manière d'être. Je pense que c'est un bon problème ça quand on se pose ça pour une langue. Ça veut dire qu'elle vit cette langue. Ça veut dire qu'on se pose des questions de qu'est-ce qu'on va en faire, comment on va faire pour effectivement la transmettre à l'école, comment on va faire pour la mettre dans un manuel. Comment on va faire pour assurer son développement. Je suis pas sûr qu'il y avait des enseignants berbères il y a 30 ans. Donc aujourd'hui, il y en a. Donc, ça veut dire quand même la question, elle se pose. Et quand la question se pose, il faut aussi arrêter de se réfugier derrière le particularisme pour jamais répondre à la question. Donc il faut bien s'en saisir de la question. Et c'est vrai que nous n'avons pas forcément les mêmes problématiques que le berbère, hein, qui est peut-être un peu plus unifié, enfin quand je dis unifié, qui est plus proche que nous par rapport à ce que disait Monsieur Dagalian. Hein. Mais c'est vrai que nous, on n'a pas parlé d'une langue standard, mais on a quand même travaillé beaucoup sur une normalisation de la langue, au moins pour son aspect écrit, qu'un gascon, un limousin, un béarnais, un provençal puisse se reconnaître dans cette langue-là par rapport à l'écrit, et c'était déjà fondamental. Et où je rejoins M. Dagalian à fond, c'est que il faut bien passer par là si on veut que l'école devienne le vecteur futur de la langue. Et quand même aujourd'hui, même si j'entends déjà, oui, il faut l'occitan dans la société civile, il faut que tout le monde parle, mais il faut. Et nous, on fait. Donc, c'est un peu différent. Moi, mon problème, c'est tous les jours en classe. Comment je fais? Donc, et quand on sait aujourd'hui, parce que c'est le salut aujourd'hui des langues régionales, l'école, il faut être clair. Si elles sont pas à l'école, les langues régionales, c'est terminé, hein, ou les langues autochtones, parce que j'aime bien ça, je préfère ça en fait. Mais c'est le salut. Donc il y a toute cette réflexion-là. Ça s'est beaucoup passé en Occitanie, ça, les fameux débats entre les adeptes d'une académie, de l'autre pour l'écriture. Moi, je trouve pas ça ridicule, je trouve ça dynamisant au contraire. Après, il faut qu'à un moment donné, les gens compétents accordent minimum leur violon, puisque nous, on est des artisans. Donc moi, il faut juste qu'on me donne la règle, et puis après, je l'applique. Mais voilà, c'est là-dessus. Mais je crois que souvent, on le voit comme quelque chose de négatif, cette grande réflexion sur la standardisation, la normalisation, puisque ça dépasse. Pour moi, c'est pas tout à fait la même chose. Mais je crois que quand on en est là, je pense qu'on est en train de travailler pour sauver quelque chose, et pas pour le perdre. Merci beaucoup, Jean-François. Je pense que c'était très intéressant. Caroline. Oui, voilà. Si Jean-François n'était pas intervenu, c'est exactement la réponse que j'aurais apportée. Hein. Quand on se pose la question de la norme, c'est que, à mon avis, on est déjà bien avancé sur la question linguistique. Et effectivement, je rejoins Gilbert, sans standard, sans norme, pas de normativisation, donc pas de normalisation. On ne peut pas imaginer. Il n'y a pas de place pour la langue dans la société qui serait pas standardisée. Donc là, je rejoins aussi Gilbert là-dessus. Est-ce que quelqu'un a encore quelque chose faudrait rajouter? Jean-Luc, allez-y. Oui, non, juste un petit mot sur ce sujet-là, par rapport donc à des notions de pratique. Terrain et surtout de pragmatisme en fait. Voilà, on s'aperçoit que il y a des réalités sociolinguistiques. Par exemple, l'entreprise se doit d'être active, se doit d'être positive, proactive et d'essayer d'obtenir quand même quelques gains, quelques résultats pour continuer à œuvrer. Donc, sur des territoires très large comme celui de l'ensemble occitan, je dirais même vous voyez, en tant qu'entreprise, je vois même des choses sur lesquelles aujourd'hui il n'y a pas de désaccord
d'un point de vue linguistique, il me semble, du moins d'après ce que j'ai cru comprendre, parce que vous voyez tout à l'heure, donc Monsieur Albert, Jean-François parlait de la Catalogne, et nous, d'un point de vue entrepreneurial, quelque part, vous voyez, on voit aussi bien un territoire qui va être celui de la Gascogne, qui va être une certaine réalité pour beaucoup de gens qui sont peu informés de tout ce qui va être vraiment culturel, linguistique, pur et dur. Et après, il y a des réalités telles que de tout temps à jamais, il y a eu des échanges économiques entre Pyrénées Nord et Pyrénées Sud, et donc ce fameux diasystème, d'après ce que je crois que c'est comme ça qu'on le dénomme, ce diasystème occitano-roman, donc sur lequel, vous voyez, on peut même imaginer aujourd'hui avec l'époque du numérique avoir facilement des actions de tout type, avec des entreprises, par exemple, nous, ça nous arrive d'avoir des échanges avec des entreprises sur Barcelone dans le textile, pour venir travailler ici chez nous en Gascogne, mais ça ne nous empêche pas de forcément d'aller sur Toulouse, Montpellier ou de remonter sur l'Aubrac. Vous voyez, enfin, je crois que quelque part, j'entends bien les problématiques de dénomination, de standard, de normalisation, mais voilà, le cas d'une petite TPE comme la nôtre, par exemple, mais comment on essaie de commercialiser un produit au quotidien, qu'est-ce qu'on y marque dessus, si c'est un t-shirt à message, quel slogan on utilise, quelle variante sur ce slogan, est-ce que c'est quelque chose de standard, est-ce que c'est quelque chose de plus localisé, est-ce que on s'intéresse à un marché du sud de la France, donc 15 millions d'habitants, sur les pays d'OC, est-ce que on investit également de par certains liens le système donc du diasystème, c'est-à-dire est-ce qu'on peut essayer de commercialiser quelque chose avec des produits de mode, par exemple sur le Principat de Catalogne, voire le Pays Valencien. Enfin, vous voyez, donc au final, comment on essaie de faire quelque chose là-dessus. Alors nous, à notre petit niveau, on essaie d'être pragmatique. Voilà. Une question, une réponse qui n'est pas une question. Bref. Caroline? Oui, bah, du coup, c'est des choix en fait qui sont faits. Moi, dans les exemples économiques que j'ai présentés, j'ai eu affaire là, j'ai présenté 2 exemples où les personnes ont fait le choix d'une langue normée, et pour la publicité Sabeskeleu, le gérant de l'entreprise m'a dit avoir fait appel à un professeur d'occitan agrégé parce qu'il voulait absolument véhiculer une langue sans faute, normée, mais il y a également d'autres entrepreneurs. Alors, c'est pas ma recherche, c'est pas quelque chose que moi j'ai constaté sur l'Aubrac, mais c'est des recherches qui existent où on a effectivement des noms de produits en occitan, mais qui ne sont pas en langue normés, normalisés, et qui sont écrits comme ça s'entend, parce que la personne ne voulait pas que le francophone qui lirait sa marque déforme en fait le nom de son produit. Donc c'est des choix qui sont faits, par l'entrepreneur, et après voilà, ça s'équilibre comme ça. Mais je suis pas sûre que toutes les marques et tous les noms de produits qui circulent en français soient exempts de fautes d'orthographe. Donc, à partir de là, voilà, c'est à l'entrepreneur de faire son choix. À ce sujet, j'en profite pour faire une petite promo de nos contenus, mais au printemps, je crois, dernier, nous avons reçu dans notre webinaire le 10 mars de l'Oplo numéro 2, Carmen-Hélène Garabato, qui a présenté justement une enquête faite par elle et Henri Boyer, la langue occitane face au marché, donc, et où elle montre notamment certains de ses produits. D'ailleurs, je me rappelle moi-même que j'avais mis un petit peu de temps du coup à comprendre ce que la personne écrivait, puisque c'était pas écrit dans l'orthographe standard que j'ai l'habitude de voir en occitan, donc c'était assez intéressant comme expérience. Donc n'hésitez pas à aller voir sur notre chaîne YouTube si vous voulez voir ce 10 mars. Mais notamment les pâtes Bapla, où c'est écrit exactement, voilà. BAPLA.
parce que la personne a dit, mais non, si je l'avais écrit comme il faudrait l'écrire, les gens auraient lu va-plan et ça marche pas, quoi. Et donc, bon. Tout à fait. Jean-Luc, vous vouliez rajouter quelque chose? Pour rebondir sur ce que disait Caroline, donc effectivement, ce sont des choix auxquels sont confrontés les entrepreneurs qui vont vouloir commercialiser quelque chose en rapport avec leur proximité, du point de vue de zone de chalandise. Effectivement, mais après, comme maintenant il y a des organismes, il y a des entités comme l'OPLO, comme susceptibles de pouvoir un petit peu mettre ça en avant et en évidence, comme quoi il y a certaines façons de faire les choses, petit à petit, voilà, des entrepreneurs ou des gens prendront le réflexe de contacter, consulter des gens dont c'est le métier, tout simplement. Et petit à petit, peut-être que voilà, il faut être positif et optimiste. Peut-être que le plus compliqué est derrière et que maintenant il va y avoir une forme de progrès qui va s'instaurer et que bon voilà, ce cas-là que vous avez mis en avant là sur les pâtes, oui, le bas plat. Alors oui, il y aura toujours des gens qui sont ultra pragmatiques et qui sont peut-être pas dotés d'un certain romanticisme pour être vraiment terre à terre et s'arrêter à des considérations de marché quelque part un peu primaires, mais bon, petit à petit, il faut être optimiste. Je pense que c'est des choses qui, voilà, les gens sont de plus en plus informés. Voilà. Alors, comme on a un petit peu dévié, mais il y a eu alors c'est pas vraiment une question, mais un commentaire, donc je vous le donne. Quand on parlait notamment des questions de normalisation et de standardisation, quelqu'un qui a dit la question est, faut-il une standardisation pour être sur Google Traduction? Et la réponse est oui. Donc c'est vrai que comme on a parlé aussi un petit peu des outils du numérique, c'est vrai que c'est des questions qui se posent. Ceci dit, le TAL, la linguistique informatique, etc., fait beaucoup de, alors c'est pas encore parfait, mais il me semble fait beaucoup de progrès aussi pour ce qui est du traitement automatique des langues. Pardon, j'avais oublié l'acronyme, ce que ça voulait dire. Pour ce qui est d'arriver à reconnaître différentes variantes, différentes formes linguistiques, parce que c'est aussi le problème, c'est que l'ordinateur, si on lui apprend la forme standard, bon, ben, il reconnaîtra à la base, il reconnaîtra la forme standard. Et maintenant, on travaille de plus en plus aussi pour faire apprendre en fait nos langues et nos variantes aux ordinateurs. Alors malheureusement, on arrive au bout de cette table ronde. J'aimerais avant le mot de la fin, j'avais une dernière question du coup et puis pour changer un petit peu de continent. Alors on a fait quelques petits passages par l'Afrique notamment, et je voudrais m'adresser à Kaliane en fait pour cette dernière question, puisque je crois savoir que tu as fait une partie de tes études au Canada. Oui. En étant française, en venant d'une famille, alors comme tu es française, je vais partir du principe que tu as à peu près, le cerveau de quelqu'un qui a été élevé dans un pays qui se veut plutôt monolingue au niveau des individus et de l'État, même si tu viens d'une famille toi-même, il me semble, plurilingue. Et j'aurais juste voulu avoir un peu tes impressions sur qu'est-ce que ça fait quand on va au Canada en tant que Française. Je sais pas, qu'est-ce qui en ressort de la manière dont eux gèrent les langues, peut-être, qui est souvent prise comme exemple en fait en France, même si on n'applique pas du tout la même chose que ce qu'ils font. C'est assez paradoxal. Et en même temps, c'est pas forcément parfait non plus. Donc voilà, je voulais savoir si tu voulais un peu nous donner ton ressenti sur cette question. D'accord. Alors c'est très très vague comme question. Donc effectivement, moi j'ai grandi de façon monolingue française. Je viens d'une famille qui est à moitié cambodgienne, à moitié française, mais le cambodgien ne s'est pas transmis à ma génération dont je suis l'aînée. Et donc, c'est pour ça que j'ai commencé à m'intéresser à la linguistique aussi, pourquoi ça ne s'est pas transmis, etc. Je faisais ma thèse là-dessus. Et ben moi, j'ai grandi, en fait, disons qu'à partir de l'adolescence et dans mes jeunes années, j'ai été très intéressée par l'anglais, donc je suis devenue bilingue en anglais. J'ai essayé de compenser ce manque d'éducation bilingue en travaillant très fort pour devenir moi-même bilingue, complètement perdre mon accent français, etc. Enfin, pas complètement, mais bon, en tout cas, j'ai un bon accent en anglais. Et c'est vrai que c'est le Canada qui m'a attirée pour mon doctorat, et j'ai d'ailleurs fini par travailler pour le gouvernement canadien d'ailleurs. Au commissariat des langues officielles. Et je sais plus où j'allais. Rappelle-moi ta question.
Ma question, c'est vrai que je t'ai prise un peu au dépourvu, mais c'était de savoir quand on va au Canada en tant que Français, je sais pas quel effet ça fait ou voilà, si tu en as tiré quelque chose ou si ça a peut-être nourri tes réflexions aussi sur les politiques linguistiques du fait que tu étais là-bas, que tu étudiais les politiques linguistiques là-bas aussi. Alors, ouais, moi, j'étais dans un contexte très particulier. Donc, j'étais à Ottawa, qui est la capitale, et c'est aussi une région frontalière entre le Québec, qui est majoritairement francophone, et l'Ontario, qui est majoritairement anglophone. Mais étant la capitale fédérale du Canada, on retrouvait du bilinguisme vraiment partout, enfin, sur les panneaux, dans la rue, on entendait vraiment constamment les deux langues et tout. Et c'était vraiment super cool en fait d'habiter là-bas, d'étudier le bilinguisme anglais-français et puis la sociolinguistique là-bas quand on s'intéresse à des sujets comme le code switching en sociolinguistique et ce genre de trucs. Et donc voilà, j'en garde un souvenir très positif. Et d'ailleurs, je change un petit peu, enfin je dévie un petit peu, mais ça me fait penser à Jean-François au fait que tu aimes beaucoup le terme autochtone de langue autochtone. Et du coup, évidemment, ça me fait penser au contexte canadien. Donc juste pour clarifier, les langues autochtones au Canada sont des langues minoritaires, parce que j'ai cru comprendre que tu disais qu'ils utilisaient le mot autochtone à la place de langue minoritaire, mais c'est pas le cas. Les langues autochtones sont des langues minoritaires. Bon, déjà, il y en a plein. Donc c'est pas tout à fait équivalent. Et dans leur cas, en fait, les langues, enfin, on utilise le terme autochtone dans le sens, c'était ces langues-là qui étaient là avant. Et voilà, c'est ça. Le français est une langue minoritaire, en fait. De fait, au Canada, statistiquement parlant, il y a beaucoup moins de francophones que d'anglophones, par exemple. Donc, le français est une langue minoritaire et pourtant, elle est co-officielle. Donc là, on recroise avec ce qu'on disait sur le capital linguistique et le marché des langues bourdieusiens, etc. Et donc voilà. Donc, le français et l'anglais sont les langues des colons qui se sont établis au Canada, et les langues autochtones, donc c'est les langues qui étaient là avant. Et il faut savoir aussi que, je suis pas du tout spécialiste de ça, mais c'est juste de ce que j'ai pu en entendre quand je faisais mon doctorat au Canada. Donc corrigez-moi si je me trompe, voilà. Donc il faut savoir qu'avant, ils les appelaient pas les langues autochtones, ils les appelaient les langues natives, je crois, et qu'avec les décennies, ce mot est devenu péjoratif, le mot natif. Donc le gouvernement et par extension la population a changé ce terme et maintenant c'est autochtone. Mais oui, le choix des mots c'est important, et la terminologie c'est passionnant à analyser, et ça donne toujours matière à réfléchir de toute façon. D'accord. Et donc, tu disais que les langues officielles du Canada sont le français, l'anglais et le français, on va dire, qu'à Ottawa, même si c'est, alors j'ai déjà oublié, mais du coup, c'est dans une province anglophone, mais comme c'est la capitale, il y a du français. Comment c'est vécu par les anglophones, finalement? Parce qu'on sait, je pense qu'on connaît mieux le point de vue des francophones québécois pour la plupart, mais canadiens, cette lutte un petit peu qu'ils ont, très forte pour le maintien de leur langue, mais comment les anglophones finalement vivent peut-être cette petite résistance de Gaulois entre guillemets d'une province et de quelques villes finalement? Alors le ressenti que j'en ai eu est pareil de par mon cercle social quand j'étais là-bas et tout. Pour les anglophones unilingues, ils étaient très, il y avait des grosses problématiques d'insécurité linguistique, dans le sens où ils avaient l'impression qu'ils devaient au moins avoir des bases assez solides en français, parce qu'ils sont dans ce pays qui promeut le bilinguisme anglais-français, etc. Et pourtant, non, ils étaient toujours monolingues anglais, et c'était encore plus prégnant, je trouve, dans la région d'Ottawa où autour de nous, ça parlait vraiment les deux langues à chaque fois. Et donc, à chaque fois que je me retrouvais face à par exemple, j'en sais rien, dans un magasin, j'en sais rien, face à quelqu'un qui ne parlait qu'anglais, il commençait par s'excuser de ne parler qu'anglais et de ne pas pouvoir me servir en français ou de me répondre en français, etc. Donc, il y avait beaucoup d'insécurité liées au fait d'être monolingue anglais. Beaucoup de fierté aussi de ceux qui parlaient les deux langues. Voilà, ce genre de choses.
D'accord. Et donc, au final, on se retrouve, enfin, je sais pas, j'essaie de comprendre, mais on se retrouve dans une situation où on a les anglophones, et ça, c'est valable, je pense, un petit peu dans beaucoup d'endroits dans le monde occidental en tout cas, mais où les anglophones se retrouvent, comment dire, à être monolingues parce qu'aussi leur langue est majoritaire là dans le pays, mais aussi mondialement. Ça les encourage pas forcément à apprendre d'autres langues. Ils en ont possibilité en fait, je pense. Voilà, et en fait, les francophones sont francophones, mais sont bilingues parce que eux ne peuvent pas forcément exister partout dans le pays. Et donc, c'est finalement ceux qui, donc, enfin, je sais pas comment dire, tout ça pour en arriver au fait qu'à l'arrivée, c'est quand même les biplurilingues qui communiquent le plus facilement. Donc, on en revient en fait à la conclusion qui est assez évidente, mais qu'on avait dit tout à l'heure, qui est que le biplurilinguisme semble être quand même la voie la plus simple et la plus confortable et la plus pratique au final pour tout le monde, puisque là, on voit qu'en fait, en étant dans une position qui est censée être la position du privilège d'avoir la langue dominante mondialement dans le pays, économiquement, qui a l'impérialisme culturel, etc. Et en fait, si on leur enfin voilà, ce que tu expliques, c'est que dès que du coup on parle pas cette langue-là, c'est vrai que ils sont eux dans une situation d'insécurité, alors qu'on imagine généralement l'inverse, où on se dit que c'est les langues minoritaires qui sont dans une situation d'insécurité, sauf qu'on voit que l'effet peut-être pas pervers, mais un peu le retournement de situation, c'est que les langues minoritaires, de fait, les personnes qui les parlent, généralement, sont obligées de parler plusieurs langues et donc sont moins finalement au niveau global dans une situation d'insécurité. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais je trouvais ça assez intéressant dans ce que tu disais. Alors, on va devoir pas tarder à conclure. Je crois qu'il y avait une question. Alors, une question dans le chat, je crois. Alors, je vais essayer. Alors, j'ai pas du tout lu, donc je vous la lis texto et comme ça, on peut conclure après sur ça. Alors, c'est quelqu'un qui revient sur des arguments contre l'espéranto. Il a été créé pour faciliter la communication dans un cadre de travail strictement masculin. Cela se ressent difficile à adopter pour une femme. Même artificiel, il est porteur d'une certaine culture malgré tout. Et c'est vrai qu'il y a malgré tout, il me semble maintenant, quelques locuteurs natifs de l'espéranto, dans le sens où il y a eu des mouvements très fort en fait de personnes qui voulaient développer cette langue et qui ont fait le choix de la transmettre à leurs enfants, ce qui fait qu'il y a une culture qui s'est créée, même si elle est très peu répandue au final. Donc la langue est malgré tout maintenant porteuse d'une certaine culture, on va dire. Et le commentaire continue. Je rejoins une des questions dans le chat concernant Marseille. La région Occitanie semble davantage mobilisée que la région PACA. Y aurait-il des cours en ligne pour permettre à des grands-parents d'apprendre ou de se réapproprier la langue tout en embarquant leurs petits-enfants? Alors, je ne sais pas si quelqu'un va avoir la réponse à ça, mais voilà. Bon, en tout cas, c'est des choses qui clairement intéressent. Et je trouve ça assez intéressant quand même cette idée que c'est des grands-parents qui veulent apprendre la langue, mais tout en faisant le lien eux-mêmes déjà avec les petits-enfants, en fait. Donc, faire le lien, encore une fois, avec les générations futures et donc avec le futur, on va dire, pour dire ça très simplement. Alors écoutez, je suis désolée, je vois que tout le monde était très partant, là, très chaud pour continuer la discussion, mais on a déjà dépassé le temps qu'on s'était imparti, donc je pense qu'il est 19h passé, les gens vont peut-être commencer à vouloir aller manger. On est en France, donc à partir de 19h, ça commence à être l'heure du repas. Donc je pense qu'on va pouvoir conclure ici. En tout cas, je voulais vous remercier toutes et tous les intervenants. Donc Gilbert Delgalian, Jean-François Albert, Rachid Lachmi, Caroline Calvé, Jean-Luc Lagrave et Kaliane. Merci beaucoup pour votre participation. Je pense que la discussion a été très très intéressante. On n'a pas du tout abordé tous les points que je m'étais préparés, mais c'est la preuve que ça a bien discuté, parce que si j'avais dû relancer, en fait, ça aurait peut-être été le signe que ça s'épuisait. Donc très bien. Je voudrais remercier évidemment le public qui a été présent. On a eu beaucoup d'inscrits, pas mal de personnes qui sont restées. C'est peut-être l'heure aussi qui fait que là, il y a quelques personnes qui sont parties, mais je pense que on a quand même réussi à intéresser pas mal de monde avec cette table ronde. Pour rappel, elle va rester en replay sur Twitch pendant une semaine, c'est assez classique. Et puis ensuite, nous, on la basculera sur YouTube d'ici quelques jours ou quelques semaines pour qu'elle y soit stockée de manière permanente comme nos autres événements.
Alors, j'ai mon petit papier pour oublier personne, pardon. Je voudrais remercier encore une fois la coordination régionale Occitanie de la Fête de la Science qui a permis à cet événement d'avoir lieu, qui a fourni notamment toute la charte graphique, etc. Et en parlant de charte graphique, je voudrais remercier très, très chaleureusement Léa Mondillon, qui est en fait notre toute dernière arrivée au sein de l'OPLO, qui est en fait une alternante en communication, qui est en Master 2 et qui est arrivée en septembre. C'est elle qui a été en charge de toute la communication, c'est elle qui a créé tous les visuels que vous avez vus, j'espère, sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, beaucoup sur Instagram et également sur LinkedIn. Donc l'idée était aussi, avec l'arrivée de Léa, d'essayer de redynamiser notamment notre stratégie sur les réseaux sociaux, de mettre de l'occitan sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, à un moment, on parlait, Caroline, tu montrais le dépliant du PNR avec l'utilisation différenciée des langues, et c'est quelque chose qu'on faisait pas forcément jusque-là. C'est bon, au niveau institutionnel, c'est des choses qui se décident, qui se testent, etc. Et là, on a profité, notamment sur Instagram, comme c'était un peu nouveau pour nous de communiquer sur Instagram et sur LinkedIn. Alors, je dis pas que c'est parfait ce qu'on a fait, mais qu'on a essayé d'être dans cette démarche en fait de différenciation justement des langues, et notamment de s'appuyer sur le fait que l'occitan est quand même malgré tout intercompréhensible, et notamment, ou dans une certaine mesure, et notamment à l'écrit avec le français, ce qui fait qu'en s'adressant à des francophones, en écrivant occitan, on n'est pas complètement toujours perdu. Donc, j'ai trouvé ça assez intéressant que tu parles de ça dans ton dépliant. Donc voilà, et Léa est également derrière toute la technique sur Twitch, donc malheureusement les intervenants de la table ronde n'ont pas pu en profiter parce que nous on est sur Zoom actuellement, donc vous pourrez aller peut-être voir à quoi ça ressemblait dans le replay. Il y avait tout un habillage aux couleurs de l'OPLO avec la charte graphique qui a été créée pour cet événement. Donc voilà. Mais écoutez, encore merci à tous et à toutes. J'espère que ça vous a plu. On pourra rester en contact et n'hésitez pas si jamais vous voulez continuer la discussion en off, n'hésitez pas à rester en contact également. Si on peut créer des connexions entre le monde de la recherche et puis le monde de la recherche et la société civile, ça fait aussi partie des choses qu'on essaie de développer à l'OPLO. Donc voilà, et je pense qu'il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir, bonne soirée, donc Adi Schatz. Bună seara et enquer merces à toutes et à tous. Merci à toi. Merci, au revoir.